Bonsoir à tous et bienvenue. Les 15 et 22 mars, vous voterez pour élire votre maire. Pour vous aider à faire votre choix, nous vous avons proposé tout au long de ces derniers jours une dizaine de débats. Ce soir, le débat des municipales est consacré à Grenoble, un débat co-animé et préparé en collaboration avec Public Sénat. Oriane Mancini qui est à mes côtés. Bonsoir Oriane. Bonsoir. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 dans cette campagne. Votre chaîne a donc choisi de se rendre dans un certain nombre de grandes villes. Pourquoi Grenoble ? Eh bien Grenoble parce que c'est une campagne certes locale mais avec des thèmes à fort enjeu national, des thèmes qu'on retrouve dans d'autres villes. Et puis l'écologie s'impose désormais comme un thème dans cette campagne municipale et on a voulu s'intéresser à la seule grande ville de plus de 100 000 habitants détenue par les écologistes. Alors à Grenoble, il y a 7 candidats en 2020. Ceux dont les listes sont arrivés en tête du dernier sondage France Bleu Isère, le Dauphiné libéré sont parmi nous. Il s'agit d'Éric Piolle pour Grenoble en commun, Alain Carignon pour la société civile avec Alain Carignon, d'Olivier Noblecourt pour Grenoble Nouvelle Ère et Émilie Chalas et la liste Un nouveau regard sur Grenoble. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je dois souligner que sont également candidats Mireille Dornano des Patriotes avec la liste Mieux vivre à Grenoble, Bruno Delescure pour La commune est à nous. Et puis Catherine Brun pour une liste lutte ouvrière. Alors on va peut-être faire une rapide présentation de vos parcours et positionnements respectifs. Et puis vous pourrez débattre ensemble sur quelques thématiques de vos programmes. Avant le début de cette émission, nous avons effectué un tirage au sort qui a déterminé le placement de chacun par rapport aux autres. Mais pour cette petite présentation, je vous propose que nous commencions par ordre alphabétique. Oriane. Et on commence donc avec vous Alain Carignon. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 70 ans. Une longue carrière politique déjà. Vous avez été ministre à 2 reprises sous les gouvernements Chirac et Balladur, ministre de l'Environnement, ministre de la Communication. Vous avez été également député de l'Isère, président du Conseil général de l'Isère et député européen. Et vous avez déjà été maire de Grenoble entre 1983 et 1995. Puis vous avez été condamné en 1996 pour corruption à buts de biens sociaux. Vous avez fait 29 mois de prison. Et vous faites votre retour en politique en 2002. Vous étiez déjà candidat au municipal en 2014, en 9e position sur la liste. Vous n'avez pas été élu, mais vous avez fait votre retour au conseil municipal. C'était en décembre dernier, à la faveur de 2 démissions. Et aujourd'hui, vous conduisez donc la liste La Société Civile avec Alain Carignon, liste soutenue par les Républicains. Alors, Émilie Chalas, à votre tour, vous avez 42 ans, vous êtes née à Échirolles, vous êtes fonctionnaire territorial, vous avez occupé un certain nombre de postes à la mairie de Moirans, dans le pays voironnais. Le dernier en date, c'était directeur général des services. En 2017, vous répondez à l'appel de La République En Marche pour candidater aux élections législatives, ce qui vous réussit plutôt bien, puisque vous remportez au nez et à la barbe de Michel Destot le poste de député de la 3e circonscription de l'Isère. Vous avez notamment travaillé à ce poste sur la réforme de la fonction publique. Après des primaires en juillet, c'est vous qui êtes choisie pour être candidate de La République En Marche aux élections municipales à Grenoble. Vous êtes soutenue par LREM, mais aussi le mouvement démocrate, le mouvement radical et le mouvement écologiste indépendant. Olivier Noblecourt, bonsoir. Bonsoir. Vous conduisez la liste Grenoble Nouvelle Ère. C'est une liste soutenue entre autres par le Parti Socialiste, le PRG, le MRC et Go Citoyenneté. Vous êtes âgé de 43 ans. Vous aviez été directeur de cabinet de Michel Destot entre 2000 et 2008 et son adjoint entre 2008 et 2014 en charge notamment de l'action sociale et familiale. À ce titre, vous étiez vice-président du Centre communal d'action sociale. Puis en 2014, vous êtes conseiller spécial de Najat Vallaud-Belkacem, puis vous devenez son directeur de cabinet, c'était au ministère de l'Éducation nationale. Et enfin, vous étiez jusqu'il y a peu le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. À noter que vous êtes le dernier à avoir annoncé votre candidature à cette élection municipale. C'était le 16 décembre, le jour où Alain Carignon a fait son retour au conseil municipal. Enfin, Éric Piolle, vous êtes né à Pau il y a 47 ans. Vous avez été cadre chez Hewlett-Packard à Grenoble avant d'être licencié en 2011. Un an auparavant, vous aviez été élu conseiller régional sur une liste d'Union de la gauche. Un mandat que vous quitterez en mars 2014, date à laquelle vous avez été élu premier maire écologiste d'une grande ville de France. Élection un peu à la surprise générale, il faut bien le dire, puisque les sondages donnaient la victoire avec plus de 10 points d'avance au socialiste Jérôme Safar, dauphin de l'ancien maire Michel Destot. Vous vous présentez donc à votre succession avec votre liste Grenoble en commun, qui a le soutien d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, de Place Publique, de Génération S ou encore du Parti animaliste.
Voilà pour les présentations. On va commencer un premier tour de table. Vous avez 1 minute chacun pour nous expliquer pourquoi vous êtes candidat à la mairie de Grenoble. On va faire ce tour de table dans l'ordre qui a donc été défini par le tirage au sort. Et c'est vous, Émilie Chalas, qui commencez. Merci, bonsoir à tous. Je m'engage à Grenoble dans cette campagne municipale parce que je ne peux pas me faire à l'itinéraire et au chemin qu'a choisi Éric Piolle depuis 6 ans pour la ville dans laquelle je suis née. J'ai grandi et j'y élève aujourd'hui ma fille. Je crois que Grenoble mérite mieux, mérite de retrouver son rang en France et en Europe. Et c'est un véritable plan de relance qu'il faut proposer à Grenoble plutôt que l'alternative de la décroissance qui est proposée aujourd'hui par Éric Piolle. C'est pour ces convictions-là, avec une équipe compétente, soudée et un programme solide que nous nous présentons au suffrage des Grenoblois. Alain Carignon, pourquoi avez-vous choisi de vous présenter aux élections municipales? À titre personnel, parce que j'ai une passion pour Grenoble, mais surtout parce que de mon point de vue, la ville est en danger sur tous les plans, sur le plan de sa sécurité, de sa propreté, de son attractivité, de son développement économique, de ses emplois, et que tous ces secteurs clés méritent des solutions, méritent un projet disruptif que nous avons bâti avec des membres de la collectivité, de la société civile grenobloise qui se sont mobilisés pour présenter une alternative à la politique d'Éric Piolle. Olivier Leblecourt. Oui, écoutez, moi j'ai servi cette ville pendant 17 années, c'est toute ma vie. Mes 5 enfants y grandissent, j'y vis dans le quartier La Bruyère. Et moi j'étais partisan de la fusion avec Éric Piolle en 2014, donc je ne suis un homme de gauche depuis aussi longtemps que je milite, ça fait plus de 25 ans. Et je suis allé, comme beaucoup de Grenobloises et des Grenoblois, de désillusion en désillusion sur ce qui s'est passé pendant ces 6 années, à la fois l'abdication sur la vie quotidienne des Grenobloises et des Grenoblois qui s'est durcie, et puis une forme d'abandon de ce qui fait la force de l'identité commune grenobloise, c'est-à-dire la capacité à concilier un modèle de développement qu'on doit sans cesse réinventer, et l'urgence climatique nous l'exige aujourd'hui, et les solidarités, la place des plus fragiles. Aujourd'hui, je ne peux pas me résigner à voir des pans entiers des quartiers populaires de Grenoble se sentir abandonnés dans le développement de leur territoire. Et enfin, Éric Piolle, pour terminer, c'est à vous. Oui, j'ai travaillé, moi, 18 ans dans l'industrie. Je suis arrivé à Grenoble depuis mes Pyrénées natales pour être formé par ce monde de la recherche et de l'université à Grenoble. Je me suis engagé en politique il y a maintenant 10 ans, donc sur le tard, parce que j'en avais marre des politiciens de carrière, que je trouvais que ça ne bougeait pas assez et que je voulais mettre en place des solutions qui soient bonnes pour tout de suite, bonnes pour notre quotidien, bonnes aussi pour l'avenir et qui permettent en fait à chacun de donner vraiment plénitude de ses compétences. Donc c'est ce que nous portons, c'est ce que je porte. Et évidemment, en cette année 2020, par rapport à 2014, je porte aussi cette responsabilité de montrer que quand on passe finalement quand on sort de ce monde de la politique professionnelle, eh ben ça marche et que les gens ont envie de continuer. Alors on va quand même jeter un petit coup d'œil dans le rétro. Je vous propose de regarder les résultats des élections municipales à Grenoble en 2014. Au premier tour, Éric Piolle, vous étiez donc en tête avec un peu plus de 29% des voix, suivi de Jérôme Saffard, Mathieu Chamussy et Mireille Dornano. 4 listes avaient donc obtenu plus de 10% des voix et étaient donc en position de se maintenir. Au deuxième tour, Éric Piolle, vous l'aviez finalement emporté avec 40% des voix, suivi de Jérôme Saffard avec 27,5% des voix, Mathieu Chamussy 24% et Mireille Dornano 8,5%. Olivier Leblecourt, vous l'avez évoqué, il n'y avait pas eu de fusion en 2014, malgré la main tendue, on va dire, de votre côté avec Jérôme Saffard. Nous allons à présent ouvrir quelques pages de votre programme, quelques pages seulement, puisque nous n'aurons pas le temps de tout aborder. Il nous reste 1h20. Et ce premier chapitre que nous allons ouvrir, c'est celui des déplacements. La voiture, ici, c'est tout un poème. Grenoble est notamment connu pour ses bouchons. Selon l'enquête Trafic Index du navigateur TomTom en juin 2019, les automobilistes grenoblois passeraient 143 heures par an dans les embouteillages. Éric Piolle, est-ce qu'il va falloir apprendre de plus en plus à se passer de sa voiture à Grenoble ? C'est pas tant la question. La question, c'est que les déplacements, c'est aujourd'hui à la fois central pour nos vies quotidiennes, et puis c'est le deuxième poste de dépense des Grenoblois. Et donc, dans ce mandat, nous avons résolument fait le choix d'une mobilité pour les personnes en situation de fragilité. 40 000 Grenoblois au sens large, des habitants du territoire, du bassin de vie, bénéficient maintenant de tarifs solidaires. C'est presque 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et nous allons continuer là-dedans, offrir des solutions, d'abord pour les piétons, en élargissant les trottoirs, ensuite dans les transports en commun, en faisant un choix résolu vers les quartiers les plus populaires, le sud de l'agglomération, le trambus vers Visil, le trambus aussi pour aller à la Villeneuve autour
de Grande-Alpes et finalement développer aussi la gratuité pour toutes et tous le week-end, permettre de retourner dans le centre-ville, ce centre d'un bassin de vie de 700 000 habitants, et permettre d'aller aussi à l'extérieur. Nous allons vivre des périodes de canicule. Il faut nous adapter aussi à cela. On va détailler peut-être un petit peu tout ça, mais sur la place de la voiture, vous avez donc mené avec la métropole un projet cœur de ville, cœur de métropole, pour essayer en tout cas, de rajouter des chronos vélos. Oui. Ce que certains ont pu vous reprocher, c'est peut-être en tout cas la méthode d'avoir voulu enlever les voitures trop vite. On est obligé d'enlever les voitures de la ville. Parce qu'en 2014, quand nous avons lancé cela, d'abord, effectivement, tout le monde est devenu écologiste maintenant. Donc en 2014, nous étions peut-être un peu précurseurs. Donc les gens étaient opposés à cela et nos adversaires politiques étaient opposés à cela. Maintenant, on discute que de la méthode. Donc je crois que le bain culturel a avancé et il faut offrir des solutions pour tout le monde, et y compris pour ceux qui ont besoin de leur voiture. C'est ce que nous faisons en multipliant par 5 les voitures en autopartage. C'est moi-même le choix que j'ai fait il y a 5 ans en vendant ma voiture. C'est le choix que nous avons fait aussi en négociant avec le gouvernement d'avoir la première voie de covoiturage sur autoroute depuis le péage de Vorep qui va démarrer l'été prochain. Donc il y a de la place pour tout le monde, mais il faut répartir notre espace public pour qu'il ne soit pas juste entièrement grignoté par la voiture. On sait que petit à petit, on doit adapter nos déplacements, notamment les plus précaires. Alors ces lignes chrono-vélo, ce sont donc des lignes qui maillent le territoire et qui permettent, c'est des pistes cyclables géantes qui permettent un petit peu de traverser tout le territoire, des voies propres pour les vélos. Alain Carignon, est-ce que pour vous le vélo a pris trop de place par rapport à la voiture à Grenoble? Non, mais il faut regarder le bilan. C'est un échec complet. Je veux dire que Atmo, l'organisme de contrôle de la pollution, indique que la pollution a augmenté pour des milliers de Grenoblois du fait des reports de circulation. Donc c'est ça la situation de Grenoble. Atmo. Il faut sortir le rapport peut-être, M. Carignon. Oui, vous pouvez. Bah oui, et donc Atmo indique que la pollution a augmenté pour des milliers de Grenoblois du fait des reports de circulation. Nous avons la 4e, vous l'avez dit, agglomération de France pour le temps perdu dans les embouteillages. J'imagine que ça a quand même quelques conséquences sur la pollution. Nous avons le 5e bouchon national, c'est la Rocade Sud. Nous avons le 7e bouchon national, c'est A480. Ça, c'est le bilan, pas seulement d'Éric Piolle. Je reconnais que c'est à peu près 25 ans d'impéritie, mais c'est ça la situation de Grenoble. Donc, à partir de là, l'application de mesures brutales, sans concertation, sans aucune co-construction, évidemment, a produit ses effets. Ce qu'il faut, c'est retrouver l'attractivité, retrouver la possibilité d'entrer dans l'agglomération, y compris, évidemment, avec des alternatives à la voiture, puisqu'il y a des dizaines de milliers de voitures qui arrivent à Vorep ou qui arrivent à Crolles. Il faut leur donner... Ça veut dire que vous redonnez de la place à la voiture, vous ? Je me suis mal exprimé, peut-être une alternative à la voiture. D'accord. Donc, il faut donner une alternative à la voiture pour pouvoir entrer dans l'agglomération grenobloise avec des parkings de dissuasion aux 2 entrées, avec aussi des nouveaux parkings pour à proximité de l'agglomération comme l'Esplanade ou comme sous Vaucanson à l'intérieur de Grenoble pour qu'on puisse à nouveau à la fois avoir une alternative et à la fois pour ceux qui en sont dépendants arriver également en voiture. Donc c'est cette cohabitation des différents modes de déplacement qu'il faut organiser et qui ont été totalement désorganisés par la politique qui a été engagée jusque-là. Éric Piolle, sur les résultats d'Atmo, vous n'avez pas les mêmes chiffres. Non, parce qu'il faut regarder les rapports en fait, officiels de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, celui de décembre, qui évalue l'évolution entre 2013 et 2018 et qui montre une baisse massive sur le dioxyde d'azote, une baisse massive aussi sur les particules fines, une baisse d'ailleurs qui a commencé dès 2007. Il y avait Jean-Marc Curie, qui était un vice-président très actif, qui a démissionné au bout d'un moment parce qu'il en avait marre que ça ne bouge pas assez vite pour lui, mais qui avait entamé cela. Donc après, les aménagements du cœur de ville, ça améliore très très nettement la situation pour ceux évidemment dont la rue devient sans trafic automobile. Ça les dégrade un petit peu pour moins de gens à côté, mais il faut regarder évidemment l'ensemble des habitants de la métropole. Et il faut regarder ça en tendances qui sont bonnes. Nous avons encore beaucoup à faire. Si nous atteignons les seuils de l'OMS, nous gagnerons 3 mois et demi d'espérance de vie. N'indique pas de baisse globale de pollution dans Grenoble et une augmentation. C'est un rapport qui est public et que tout le monde peut aller regarder, je pense. Depuis le début de ces débats, on serait la ville finalement la moins écolo, la moins de gauche, la moins de tout. Et finalement, tout le monde vient balancer comme ça. On a commencé que depuis un quart d'heure. On a déjà fait quelques-uns de débats. Donc finalement, il y a un moment, il faut juste poser les chiffres, aller consulter les chiffres. Éric Piolle, justement, avant de reparler plus globalement de la question de la mobilité,
Le dit rapport Atmo, page 27, je cite, « La mise en place de nouveaux plans de circulation liés à cœur de ville, cœur de métropole n'aurait pas d'effet global marqué sur la qualité de l'air à l'échelle de l'agglomération. » Point. Au bout d'un an, sur un rapport spécifique Point. sur cela, et le Point, rapport cher global... Éric, point. Non, le rapport global, en fait, dit que ça Vous baisse. pouvez dire ce Vous ne que pouvez vous pas voulez. travestir, vous pouvez pas Je travestir cite les le chiffres. rapport. Vous ne pouvez pas travestir les À chiffres, partir de là, Émilie parlons Chalas. mobilité. Ce n'est pas possible. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, Merci. mais il ne faut pas travestir les chiffres. Non, mais je cite le rapport. Écoutez, soyez pas têtus. Les faits sont Le là. rapport, il faut citer le Donc, rapport global. sur les questions de mobilité, il y a 3 enjeux à Grenoble. Avant de faire de la politique, je suis sociologue et urbaniste et j'ai travaillé pendant 3 ans à l'agence d'urbanisme de Grenoble, il y a 20 ans de cela, sur les questions de la mobilité, justement. Hélas, 20 ans après, et peu importe qui en est responsable, la situation est là, on est toujours, j'allais dire, dans les mêmes contextes. À savoir qu'il y a 3 niveaux sur la mobilité dont les Grenoblois doivent avoir conscience. Le premier niveau, c'est l'intérieur de Grenoble et comment on circule à l'intérieur de Grenoble. On parlera du chrono-vélo et des autoroutes à vélo, qui en fait sont des outils très intéressants, mais c'est comme quand on essaye de planter un clou avec un tournevis, ça ne marche pas. Donc c'est un outil dont il faut se servir correctement pour accéder au centre-ville. Placer une autoroute à vélo en plein centre-ville, c'est une ineptie. Pourquoi? Ça fait 20 ans qu'on ne le fait pas ailleurs, qu'on a arrêté de faire des autoroutes à vélo en centre-ville. Pourquoi? Parce qu'une autoroute à vélo, quand bien même c'est pour les vélos, ça reste une autoroute avec ses 2 qualités, intrinsèque, 1 de pouvoir accélérer et 2 d'être infranchissable. Et c'est exactement cela que l'on a produit boulevard Agut-Samba en plein centre-ville. Justement, vous avez donc une ça autre crée du conflit proposition sur d'usage. boulevard Agut-Samba. Vous souhaitez remettre une circulation automobile? Alors donc, excusez-moi, je continue quand même la démonstration parce que c'est important. Ça crée du conflit d'usage et ça crée pour les personnes qui ont le plus de mal à se déplacer de l'inconfort en ville. On pense aux plus anciens, on pense aussi aux personnes à mobilité réduite, on pense aux poussettes, etc. Or, on le sait, l'obstination d'Éric Piolle sur le tout vélo est en fait biaisée dans le diagnostic. Aujourd'hui, au centre-ville de Grenoble et à Grenoble en général, la part de la marche à pied est de 42%. La part du vélo est de 5%. La priorité doit être mise sur la qualité de circulation des piétons. Deuxième enjeu de mobilité, c'est l'accès à la métropole. Et c'est là que le bas blesse en réalité. Parce que les Grenoblois sont très peu véhiculés. En réalité, il y a 35% de ménages qui n'ont pas de voiture. Dans le périurbain, c'est seulement 10%. Il y a 12 seulement des ménages qui ont 2 voitures. 12% des Grenoblois ont 2 voitures. Dans le périurbain, c'est 50% des gens qui ont 2 voitures. Donc l'enjeu, c'est pas d'être anti-voiture pour les Grenoblois, c'est de gérer l'accès à la métropole. Et c'est là cet enjeu-là. Et sur ce point-là, nous avons une proposition qui est de dire qu'il faut réguler l'accès aux portes de la métropole et au cœur de Grenoble. Et pour cela, bien sûr, et je partage les propositions d'Éric Piolle sur la régulation par le covoiturage, l'incitation au transport en commun, le renforcement de l'accès en train aussi à Grenoble, mais aussi et surtout, et peut-être que l'on envisagera de débattre et de poser sur la table la question du péage urbain. Le péage urbain, à quoi cela sert-il? Ça sert à réguler l'accès seul, quand on est seul, en voiture à la métropole. Et à un moment, si on n'arrive pas à réguler, et depuis 6 ans, Éric Piolle, vous n'avez pas réduit les embouteillages et toute la pollution liée aux voitures ne cesse d'augmenter ou en tout cas ne diminue pas. Et ça, c'est indéniable. Et les Grenoblois aujourd'hui passent 58 minutes par jour dans leur bagnole. Donc il y a quand même un sujet pour le quotidien de réguler les portes d'accès à la métropole. Et un péage urbain, ça peut être du lundi au vendredi, gratuit et ouvert le samedi et dimanche, ça peut être gratuit pour les véhicules propres, ça peut être gratuit quand on covoiture. Il y a plein de façons d'envisager la régulation aux portes de la métropole. Il faudra demain, pour Grenoble, et parce que c'est ce territoire-là, avec seulement 3 portes d'entrée, réguler cette entrée de la métropole. Olivier Noblecourt, pour rester un petit peu sur le vélo, est-ce que vous pensez que les lignes chrono-vélo ont été choisies, les tracés ont été choisis judicieusement ? Je pense qu'il y a un tracé qui est contestable sur Agut-Samba, mais nous ne remettrons pas en cause les chrono-vélos qui sont une bonne politique. Moi, je veux dire que la situation de Grenoble est assez paradoxale. On a un maire écologiste, une majorité qui prétend faire plus que partout ailleurs, et on n'a pas été capable, en 6 ans, de construire un véritable consensus territorial aujourd'hui sur les solutions face à une urgence climatique qui est une exigence de santé publique, une exigence environnementale absolue. Et ce qui caractérise aujourd'hui la réponse sur la transition écologique du territoire grenoblois, c'est le manque d'ambition en réalité. En réalité, les chrono-vélos, c'est très bien, mais l'appropriation du vélo par les plus précaires, Éric Piolle parle pendant toute la campagne de tout ce qu'il n'a pas fait pendant 6 ans, donc il va continuer ce soir. Mais aujourd'hui, la pratique du vélo, c'est 3% des trajets domicile-travail. Dans les quartiers les plus populaires, c'est 30% au nord de la ville. Qu'est-ce qui a été fait pour l'appropriation du vélo par les plus précaires ?
trop peu. Les transports en commun, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut pousser les feux massivement. Les budgets ont été baissés au niveau de la métropole. Il faudra aller jusqu'à la mairie de Pont-de-Claix au sud, bien sûr, parce que c'est là qu'il y a des vulnérabilités sociales. Mais quand je vois aujourd'hui un plan de déplacement urbain dont le commissaire enquêteur de lui-même qui manque d'ambition, et on propose un bus à haut niveau de service vers le Grésivaudan. Le Grésivaudan, c'est la moitié des déplacements inter-agglomération. C'est 126 000 voyages jour vers Grenoble aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est la priorité absolue, environnementale et en termes de développement de la métropole, de faire un tramway et pas uniquement un bus. C'est un enjeu, évidemment, parce que c'est le territoire le plus dynamique au plan économique et au plan démographique. C'est là aussi que demain, on va en reparler, faire la métropole compacte, avoir une accessibilité pour tous sur le logement. Et puis, il va falloir réaliser véritablement ce projet de RER à la grenobloise qui permettra d'avoir en effet des déplacements interagglomération cadencés en transport en commun. C'est la priorité absolue et c'est pour cela que nous portons la proposition de la gratuité pour les plus jeunes, parce que nous savons tous que la gratuité totale n'est pas accessible à court terme parce qu'il faut continuer des investissements pour avoir un réseau attractif. Mais nous voulons une métropole dans laquelle notre jeunesse grandit en prenant naturellement les transports en commun, dans lesquels c'est un réflexe quotidien et c'est facile. Donc ce paradigme de la gratuité, il est essentiel. Et puis un tout dernier mot, c'est que à Grenoble, ce qui fait la force de notre développement, c'est la capacité à concilier les réponses technologiques. Nous sommes une ville construite sur le partenariat entre l'université, la recherche et l'industrie, et la question de solidarité. Et nous devons être à l'avant-garde de la mobilité électrique. Parce que l'avenir de la ville, c'est pas la ville totalement sans voiture. Moins de voitures, bien sûr que oui, mais c'est surtout des mobilités électriques les moins polluantes possibles avec de l'électricité renouvelable. Nous avons la technologie à Grenoble. Là encore, il ne s'est rien passé pendant 6 ans ou trop peu. Nous proposons une navette autonome, justement, de Chavant à Porte-de-France pour que Grenoble montre l'exemple et travaille avec les industriels locaux en la matière. Et justement, on va parler de la gratuité des transports. Éric Piolle, vous aviez promis en 2014 la gratuité, notamment pour les jeunes. Est-ce que si vous êtes réélu au mois de mars, les transports en commun seront rendus gratuits ou pas ? Pour les 18-25 ans, effectivement, nous avons maintenant les tarifs les moins chers de France. Nous n'avons pas pu aller au bout. Nous sommes à 15 € par mois parce qu'il n'y avait pas de consensus politique. Et du coup, on s'est dit, bon tiens, on apprend de cela et nous portons maintenant la gratuité pour toutes et tous le week-end pour permettre cet accès au commerce de centre-ville, de centre métropole, permettre l'accès aux loisirs, pouvoir aller au bois français tremper dans le haut, pouvoir monter au sapé, pouvoir accéder à la culture également. Et puis la gratuité permanente pour les plus précaires. Là aussi, nous avons, je l'ai dit, doublé le nombre de personnes qui accèdent à ces tarifs solidaires. Nous voulons aller plus loin sur ce domaine-là. C'est un enjeu fort, évidemment, aujourd'hui. Et il faut continuer à investir aussi dans les transports avec notre priorité qui est clairement, effectivement, sur les quartiers les plus populaires. Alain Carignon, sur la gratuité dans les transports en commun ? Nous, sur les transports, on veut faire une vaste consultation citoyenne au printemps, après le mois de mars, en mettant tous les enjeux. Gratuité, par exemple, c'est-à-dire report à l'impôt, ou bien choix d'investir dans les transports en commun, plutôt que la gratuité. Et quel choix ? Les télécabines vers le Vercors, le Champ-Rousse, le monorail entre Crolles et Vorep, l'extension du tramway vers Pont-de-Claix et vers le Grésivaudan. Tous ces choix, il faut que les Grenoblois puissent à nouveau se les réapproprier pour qu'ils puissent en décider eux-mêmes. Aujourd'hui, on est dans la confusion des propositions, pour la plupart très démagogiques, puisqu'évidemment, les gratuités n'ont pas été effectuées alors qu'elles étaient promises, et donc on en promet encore plus pour demain, alors que celles d'hier, on n'a pas pu les tenir. Ça, on connaît ce que les campagnes électorales, ce qu'elles signifient. Nous préférons, comme nous l'avons fait quand on a lancé le tramway dans les années 83, revenir devant les Grenoblois et leur dire voilà les différents choix, le faire en toute sérénité, de façon contradictoire avec les informations pour que chacun, s'appropriant les décisions, celles-ci deviennent celles de tous. Émilie Chalas, sur la gratuité des transports. Oui, en fait, la gratuité des transports, rien n'est gratuit. Aucun service public n'est gratuit. Il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'on parle de gratuité, mais enfin, d'où vient le financement à la fois du fonctionnement des transports en commun et à la fois des capacités d'investissement. Aujourd'hui, vous avez 4 candidats devant vous qui ont un programme d'investissement très fort sur le tram, le RER, etc. Et finalement, qui n'expliquent pas comment, en faisant et la gratuité et ces investissements, ils financent le double... J'allais dire le double ticket, quoi. C'est évidemment pas les Grenoblois qui vont le payer. Pourquoi ? Parce que les impôts aujourd'hui sont au taquet.
La ville de Grenoble est l'une des villes les plus imposées de France. Et notamment, on assomme... Oui, mais c'est important parce que la gratuité, rien n'est gratuit. Et demain, si on impose la gratuité ou si on arrive à le négocier parce qu'on sait le faire politiquement, eh bien, quelqu'un va payer, soit les entreprises, soit les ménages. Nous ne partageons pas ça. Nous ne partagerons pas ça. En revanche, nous nous battrons pour qu'éventuellement, les moins de 18 ans, les plus jeunes, aient accès au transport en commun gratuit, aient accès aussi à la pratique du vélo, en leur donnant un vélo, en leur... contraire en une phrase. C'est intéressant. Pardon, je peux continuer ? Vas-y. Merci. Non, Donc c'est très important pour nous que les plus jeunes, les moins de 18 ans, qui sont minoritaires dans ceux qui fréquentent les transports en commun, soient demain automatiquement sensibilisés, armés pour soit prendre le vélo, soit prendre le transport en commun et sortir du tout voiture. Donc c'est ça que nous portons. Et sur la gratuité des transports en commun généralisée, ou le week-end, ou pour tout le monde, ou en ayant cet objectif-là à long terme, à moyen terme, peu importe, quand c'est pas pour tout de suite, c'est que c'est pour jamais, hein, on le sait bien. Donc voilà, à un moment, il faut poser les choses. Et si on veut investir dans le tramway, si on veut investir dans le TER et le RER à Grenoble, si on veut investir aussi dans une ligne de TGV pour connecter Grenoble au reste du monde, la seule métropole à ne pas avoir sa ligne de TGV. C'est un enjeu d'attractivité du territoire. On va en parler de l'attractivité, mais pour être clair, gratuité pour les moins de 18 ans pour vous. Oui. Olivier Noblecourt. je voulais rappeler qu'on a fait l'effort de construire un projet qui soit chiffré et crédible. Le projet de Grenoble Nouvelle Aire, il a été coordonné par Patrick Ricky, qui est un des meilleurs universitaires et spécialiste de la transition écologique, membre du GIEC, prix Nobel de la paix en 2007. Et donc, nous avons travaillé. Aujourd'hui, il y a des projets dans le PDU, sans entrer trop dans le technique, dans le plan de déplacement urbain, qu'on appelle le maillage, par exemple, qui coûte très cher, plusieurs dizaines de millions d'euros, alors que nous pensons que les priorités pourraient être ailleurs, notamment vers le tramway, vers le Grésivaudan. Il y a des baisses de financement qui ont été concédées, et au niveau de la métropole et au niveau du département, sur les transports en commun, qui permettraient de financer, en effet, la gratuité pour les moins de 18 ans. Les gratuités dites ciblées, qui sont des gratuités d'étape intermédiaire, parce que c'est un horizon à 10-15 ans qu'il faut construire. Aujourd'hui, ce sont celles qui coûtent... Mais, Émilie, vous ne pouvez pas dire en même temps cela et dire que vous êtes pour la gratuité pour les 18 ans. Sinon, il faut dire comment vous la financez. Moi, je vous explique comment on la finance. Donc aujourd'hui, toujours pas compris. Ça coûte 4 millions d'euros, mais vous non plus, vous n'avez pas présenté. Le mien, il est présenté. Je n'ai pas dit que j'avais un projet que vous allez chiffré. vous battre pour. Moi, je vous dis qu'il Vous annoncez un projet chiffré. On attend toujours le chiffrage de ce projet qui ne sort pas. Il est dans mon document là, c'est la dernière page. Qui le voit. Vous vous trompez. Notre projet, il est depuis un mois diffusé à tous les Grenoblois. Il est crédible, sérieux et financé. Mais vous plaisantez. Je suis le seul à avoir fait l'effort de présenter un projet chiffré. Donc en fait, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Vous sortez vos projets une semaine avant les élections, il n'y a aucun chiffrage. Donc le mien, il est fait. Donc je veux simplement dire ici qu'aujourd'hui, nous avons des réponses qui ont été construites avec les acteurs. Nous avons débattu avec les associations, travaillé avec les institutions. Et donc notre projet, il est opérationnel. Nous engagerons dès l'élection la révision du plan de déplacement urbain pour être à la hauteur de l'ambition qui existe dans notre territoire. Vous avez des gens qui pensent qu'on ne peut rien faire et qui promettent sans financer. Nous avons construit un projet robuste, crédible et financé. Alors ce projet dont on parle, c'est peut-être celui du câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinou, 3,7 km qui passerait par la presqu'île scientifique, un projet de 57 millions d'euros qui serait construit par l'entreprise locale, Poma, et qui pourrait voir le jour en 2023. Éric Piolle, est-ce que vous êtes satisfait de ce projet? Est-ce que vous ne souhaitez pas le remettre en cause? Non, nous l'avons porté, évidemment, nous l'avons porté. Le coût est 2 fois moindre que pour un tram et ça permet d'éviter, en fait, de continuer ce maillage en évitant le cœur de ville qui, lui, est saturé, y compris d'un point de vue de transport en commun. C'est pour ça que nous proposons le trambus sur Grande-Alpe, sur l'avenue de l'Europe, pour aller du sud grenoblois jusqu'au campus en passant par la Villeneuve. C'est pour ça que nous proposons le trambus pour le Grésivaudan, parce que, évidemment, tout le cœur de l'agglomération, en fait, est déjà saturé en matière de transport en commun. On va pouvoir passer à la deuxième passer au thème suivant. J'imagine que vous aviez encore plein de choses à dire, mais si on veut avancer sur le reste, c'est comme les déplacements, il faut y aller petit à petit. Le thème suivant, c'est quelle ville pour demain? On va parler de l'aménagement, de la végétalisation de la ville, l'écologie qui, on le disait, s'est imposée dans cette campagne. Vous avez tous mis du vert dans vos programmes. On va commencer par la végétalisation de la ville. On va commencer peut-être avec vous, Olivier Noblecourt. Comment vous végétalisez la ville? Il y a dans tous vos programmes, il y a des arbres qui sont plantés, alors avec un chiffrage différent, on va en parler. Comment vous souhaitez végétaliser la ville, Olivier Noblecourt? D'abord, il faut redire quelle vision on a de la ville. Aujourd'hui, nous avons besoin de villes qui soient compactes. Compactes parce que l'allongement de la durée de vie
les recompositions familiales, font qu'aujourd'hui, nous avons moins d'habitants que dans les années 1970. Il y avait plus de 170 000 habitants à l'époque à Grenoble. Nous sommes à 160 000 aujourd'hui pour, à l'époque, 30 000 logements de moins. Donc nous avons besoin aujourd'hui de continuer à construire dans la ville de Grenoble, mais nous ne pouvons plus construire en artificialisant les sols et en continuant à être prédateurs par rapport aux ressources naturelles et à créer de la mobilité en périurbain en rejetant les ménages, notamment les classes moyennes, à l'extérieur de Grenoble. Donc il faut de la compacité. Ça va supposer de libérer de l'emprise foncière, d'avoir le courage d'avoir des projets urbains sur certains territoires et sur certains quartiers où nous pourrons monter un petit peu les hauteurs de manière à libérer... Dans quel quartier, par exemple Ça a été un projet qui a été porté sur la presqu'île, ça a été un projet qui a été porté sur l'esplanade. On a aujourd'hui des projets au sud de la ville qui vont permettre en effet, sur un certain nombre de tènements fonciers, d'avoir des gestes architecturaux forts. À Grenoble, on a les 3 tours, on a l'immeuble en S, on a eu des actes architecturaux et urbanistiques qui avaient du sens. Il faut renouer avec cela, mais évidemment, on ne peut plus être la ville de la minéralité et du seul béton. Et donc, il faut remettre de la pleine terre, remettre en effet du végétal. Moi, je ne participe pas à un concours d'échelle de perroquet du nombre d'arbres qu'on plantera. On dit qu'il y a un minimum à faire, c'est le nombre de naissances symboliquement chaque année à Grenoble, 2000. Donc, il faut planter plus, il faut végétaliser, refaire une place par an, c'est ce que nous proposons. Reconstruire un rapport à l'eau. Nous sommes une ville qui s'est aussi construite autour de ce rapport à l'eau. Et donc, notre grand projet d'urbanisme, c'est de recréer un vrai maille urbain entre le projet Grand Alpes du sud de la ville et le projet de parc de nature et de loisirs sur la Bastille, avec cette capacité à relier aujourd'hui le nord et le sud de la ville, qui d'une certaine manière aujourd'hui se sentent disjoints dans l'aménagement de la ville. On a aujourd'hui beaucoup de projets qui concernent le nord de la ville. Il ne s'est rien passé, ou trop peu, dans le sud de la ville pendant 6 années. Il y a un sentiment d'abandon des quartiers populaires que les belles promesses électorales ne font pas oublier. Aujourd'hui, il y a une dureté de la ville et un sentiment de ne plus être partie prenante pour certains habitants de l'avenir de la ville. Éric Piolle, dans les quartiers sud, vous proposez que l'on puisse se rebaigner un jour dans le lac de la Villeneuve. Oui, tout à fait. Permettez-moi d'abord de dire que je suis un peu frappé de ce discours sur finalement les quartiers sud où il ne se serait rien passé. On voit revenir là, de mon point de vue, finalement, une logique qui a fait que le match de 2014 qui se refait et finalement des salariés politiques, des apparatchiks qui viennent nous raconter finalement ce qu'ils nous ont déjà raconté auparavant. Vous étiez là, Olivier Noblecourt, en 2008, dans cette ouverture à droite. Vous étiez directeur de la campagne dans cette ouverture de la droite que vous recyclez d'ailleurs dans votre liste aujourd'hui avec Delon Jual, tête de liste de la droite en 2014. Vous avez recyclé également le responsable du projet de LREM pour les municipales. Vous avez fait votre projet avec Patrick Ricky, qui est certes membre du GIEC, qui était membre du GIEC, mais qui est aussi un soutien de Macron. Et finalement, vous restez dans cette logique aujourd'hui de la main tendue. Mais non, la posture politicienne, en fait, il y a un moment, il faut juste dire les choses, dire aussi la façon dont on fait la politique, dire aussi que, évidemment, redire si vous allez augmenter les indemnités des élus, ce que vous avez fait en 2008. Oui, publier tranquillement. Je rappelle qu'on était sur la transition écologique et la végétalisation de la ville. Olivier Noblecourt, sans vous énerver, publiez tranquillement vos déclarations d'intérêt. Si jamais vous étiez maire ou même adjoint, c'est obligatoire, donc faites-le. Faites-le. Si, c'est obligatoire. D'ailleurs, elle sera publique. Non, vous ne l'avez pas fait. Rendez-le public. Rendez public votre loyauté. En fait, rendez public votre loyauté, qui a été la loyauté. Vous disiez que vous étiez pour la fusion. On ne vous a pas entendu parler en 2014 lorsque la main tendue, que j'ai continué à tendre tout le mandat, n'a pas été saisie. On ne vous a pas entendu non plus en 2017, en 2019. On ne vous a pas entendu. En fait, vous affichez même votre loyauté à ce qui se fait avec ce gouvernement. Assumez, je crois, jusqu'au bout et arrêtez de ce double jeu avec les politiques sociales. Éric Piolle, on va peut-être revenir à un autre sujet. Je vais revenir au fond, mais il y a un moment, il faut... Je vais revenir au fond. Éric Piolle reviendra au fond, mais il oublie le fond systématiquement. Donc, je parle justement du fond. Les Grenoblois sont témoins. Dans le fond, il y a le projet et la façon de faire la politique. On a compris, donc allons-y effectivement sur le feu. On a compris que vous n'aviez rien d'autre à dire aux Grenoblois, que des accusations politiciennes sur les personnes, que des accusations politiciennes sur les personnes. Dire la façon dont on fait de la politique, c'est important. Cette matrice totalement nauséabonde sur les revenus. Moi, je n'ai pas d'intérêt à déclarer. Je ne suis pas actionnaire aujourd'hui. En fait, vous avez... Allez, on va revenir. Elle serait obligatoire si vous étiez maire. On va revenir à ce qui intéresse. On va revenir à la végétalisation de la ville. Eh bien, faites-le avant, en lisibilité. Faites-le en lisibilité avant. Alors, on va revenir au sujet. En 2014, j'étais tout seul à le faire. Allez, on va revenir au sujet, la végétalisation de la ville, Alain Carignan. Et après, si vous voulez, Éric Piolle et Noblecourt se disputent sur les places, mais pas sur le fond.
Parce que sur le fond, la politique, la politique d'urbanisme de la ville, elle a été tracée en 2004 par un adjoint vert de Michel Destot. C'est le plan local d'urbanisme qui a promu ce que certains appellent la densification, d'autres la ville compacte, ce que j'appelle la bétonisation, qui produit aujourd'hui un Grenoble qui n'a plus que 12 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est ça le résultat de cette politique d'urbanisme et qui produit aussi l'explosion de la ville parce que les conséquences de cette bétonisation sont considérables. Olivier Noblecourt a cité ce quartier qui vient de naître, qui est commun aux deux politiques d'urbanisme, qui est la presqu'île. Là, c'est 1 mètre carré d'espace vert par habitant. Mais on l'appelle écoquartier. C'est typiquement cette politique que nous voulons cesser. Nous voulons faire un moratoire de la bétonisation, parce que, évidemment, cette politique n'a rien résolu en matière de logement depuis qu'elle fonctionne, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années. Elle a produit des disparités sociales considérables avec une ghettoisation des quartiers, où aucun espace vert, aucun parc nouveau depuis 6 ans, aucun parc nouveau, rien qui permette aux Grenoblois de respirer, aucun espace pour les équipements sportifs, pour les équipements de loisirs, qui manquent terriblement. Ce qui fait que cette politique-là, si elle ne cesse pas, la ville continuera sa paupérisation et sa descente aux enfers. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Nous allons, moratoire de la bétonisation, recherche des dents creuses pour créer des espaces verts et des espaces de loisirs et des espaces de sport dont la ville a besoin, et des écoles, parce que les retards de cette bétonisation en école continuent, quoi qu'on en dise, de façon à rééquilibrer la ville et faire une analyse qui permette de faire qu'on puisse vivre à nouveau bien, mieux et dans des conditions correctes à Grenoble. Vous proposez, je crois, une ferme urbaine, d'installer une ferme urbaine à la Bastille. Notamment dans notre projet, on a le projet de la biodiversité de la montagne de la Bastille, enfin une sorte de montagne magique, avec au milieu, au lieu d'avoir laissé les promoteurs acquérir les logements universitaires et de ne pas avoir préempté, il y a des moments où il faut préempter, pour que la Bastille reste la propriété des Grenoblois. Donc nous allons renégocier avec eux pour reprendre, pour que les Grenoblois se réapproprient cette Bastille. Et là, il y a des moments où l'autorité publique doit agir. C'est pas la Chambre de commerce qu'il faut préempter. C'était la Bastille. Parce que là, c'est une montagne qui doit appartenir aux Grenoblois et que les Grenoblois doivent pouvoir visiter dans des conditions correctes de promenade pour les familles. Émilie Chalas, c'est vous qui proposez de planter le plus grand nombre d'arbres, 50 000 dans votre programme. Oui, alors en réalité, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à Grenoble, 93% du sol est soit bétonné, soit goudronné, soit construit. 93% de la surface de Grenoble. C'est à cela qu'il faut répondre. Ça a 2 conséquences. D'abord la pollution, bien évidemment, indirectement, mais tout de même, puisqu'il y a un sujet sur le chauffage et sur le réchauffement de Grenoble, où Grenoble et les Alpes se réchauffent 2 fois plus vite qu'ailleurs en France ou en Europe. Donc on a 2 objectifs, dépolluer et arrêter le réchauffement climatique à Grenoble. Alors pour ça, eh bien, nous avons l'ambition de mettre en œuvre ce qu'on appelle la ville nature. La ville nature, c'est quoi? C'est de l'eau, c'est 50 000 arbres, ce sont des immeubles forêts, c'est de l'ombre aussi. C'est Grenoble, ville-montagne unique au monde. On est au cœur, au croisement de 3 massifs. Faisons de Grenoble cette ville-montagne. Allons chercher cette connexion à la montagne et allons chercher demain une ville qui soit habitable, qui soit raisonnable l'été, où il ne fasse pas 45 degrés, place Vaucanson, alors que tant de Grenoblois aujourd'hui ne peuvent pas partir en vacances. Donc c'est aussi ça la réalité de Grenoble. Et la ville nature, c'est donc des immeubles forêts. Et là où je ne rejoins pas tout à fait Alain Carignon, c'est qu'on ne peut pas faire partout des espaces verts. Il va falloir quand même financièrement assumer cette transition écologique. Et pour cela, nous proposons, nous, des partenariats avec le privé pour construire des immeubles forêts sur lesquels vont se greffer des centaines et des centaines d'arbres. On le fait ailleurs dans les capitales européennes, faisons-le à Grenoble. Faisons-le à Grenoble, des immeubles forêts pour dépolluer, pour permettre aussi que cette ville soit plus fraîche. Créons des îlots de fraîcheur au lieu de construire et de bâtir et de goudronner des îlots de chaleur. Regardez la température qu'il a fait sur le chrono-vélo, par exemple, cet été. D'ailleurs, le jour de l'inauguration, vous étiez tous en t-shirt suintant, tellement qu'il faisait chaud sur l'autoroute à vélo. Il n'y a pas un brin d'ombre, il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas un brin de terre pleine. Donc il y a un vrai sujet là-dessus et nous allons aller chercher et porter cette ville nature.
Autre point sur le dogme de la hauteur et de la densité. Grenoble n'est pas une ville dense. Il faut arrêter avec ça. Ça a été mon métier pendant 20 ans. Je connais bien les villes et les villes dans le monde. Grenoble n'est pas une ville dense. C'est une ville artificialisée. Encore une fois, les mots ont un sens. Donc à un moment, il faut créer du logement. Il faut recréer une dynamique. Je partage cette analyse avec Olivier Noblecourt. En revanche, aujourd'hui, la tour, elle est soit debout, soit couchée. Et si elle est couchée, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'espace public. Donc il faut monter. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et nous porterons au référendum un certain nombre de projets de hauteur pour aller chercher des immeubles. C'est-à-dire combien d'étages? Des immeubles. Parce qu'il y avait eu un projet sur l'esplanade avec des tours très très hautes et puis qui finalement avait été abandonné. Demandez à Eric Piolle pourquoi il l'a abandonné. Mais en l'occurrence, dans le film que nous avons proposé sur le réaménagement, par exemple, du parc Paul Mistral, il y a là 4 tours d'immeubles forêts qui sont installés sur les parkings actuels du parc Paul Mistral pour aller chercher cette hauteur, cette dimension qui, redonne aussi ses lettres de noblesse à Grenoble en termes de patrimoine architectural. Réinventons, soyons cette force de création et d'innovation que l'on connaît à Grenoble. Donc des immeubles forêts, nous le proposons et nous l'avons illustré par un film qui est vraiment, qui montre ce que peut être Grenoble demain par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et ce que les Grenoblois constatent tous les jours. Alors Eric Piolle, peut-être une petite réponse sur l'esplanade avant de parler logement et logement social. Nous avons souhaité conserver un champ de Mars, donc un grand lieu public à l'intérieur de la ville pour pouvoir continuer d'accueillir les foires, les cirques. Je rappelle juste que Grenoble, factuellement, là aussi je suis pas urbaniste moi, mais c'est la 3e ville la plus dense de France en termes de nombre d'habitants par kilomètre carré. La 3e. Il n'y a que Paris et Lyon en termes de ville-centre qui soient plus denses que Grenoble. Donc le pari que nous faisons, effectivement, c'est de continuer ces plantations d'arbres, de continuer la débitumisation, ce que nous allons faire devant chaque école, enlever à la fois à l'intérieur des cours d'école pour remettre de la végétalisation et des arbres, mais également devant les écoles. Et puis ce retour à l'eau, à la fois sur les berges de l'Isère, avec le parc de 7 hectares qui est prévu dans le projet de l'esplanade, et puis le lac baignable à la Villeneuve, qui est un parc absolument incroyable. Il faut mettre des miroirs d'eau, il faut faire des aqueducs, il faut remettre des arbres, il faut remettre de l'ombre. Mais quel manque d'ambition pour un écolo, je suis consterné. Eric Piolle veut enlever du bitume alors qu'il a créé du macadam. Il a créé du macadam. Avenue Auguste-Samba, place Victor Hugo, rue Béranger, on a des îlots de chaleur, mais terribles, sans arbres, pratiquement sans arbres. Il fait 20 ans que Grenoble perdait des arbres, nous en regagnons depuis 2014. 5000 arbres plantés, c'était notre engagement et nous l'avons tenu. Il parle de retour de l'eau dans la ville, alors que 25% des fontaines ne fonctionnent pas. Il parle d'un lac à Villeneuve, alors qu'à côté, il y a la piscine des Iris qui a été fermée depuis 6 ans et qui est un détritus, un débris urbain qu'il ne peut pas même évacuer. Eric Piolle, tout de même, par rapport à ce bilan et à ce que vous dites aujourd'hui, il y a un fossé, il y a vraiment un ravin. C'est terrible quand on regarde. En réalité. Oui. Qui marche en plus dans le monde entier, puisqu'on reçoit des prix du monde entier. Vous voyez, tout le monde se fait prendre à cette imposture. Vous n'êtes pas dans le classement des villes les plus vertes de France, monsieur Piolle, alors vous êtes le seul écolo. Quand même, il faut une réalité au deuxième pour les ONG. Mais finalement, tous ces classements, mais... ils m'intéressaient peu quand c'était des classements liés à la high-tech. Et ils m'intéressent aussi peu dans ce domaine-là. Ce qui est intéressant, c'est la ville qui est faite avec ses habitants et toutes ces démarches que nous avons entreprises, les chantiers ouverts au public, qui font que les gens se réapproprient l'espace public et végétalisent un petit peu partout, comme ils le font avec les budgets participatifs, avec des projets d'ailleurs qui sont souvent sociaux également. Rapidement, parce qu'on va parler du logement. En cagette à 230 000 € de façon temporaire. On voit bien où sont vos priorités, Eric Piolle. Le sujet, c'est qu'il est important qu'on sorte un peu des postures là-dessus. Le sujet, c'est que la vie quotidienne des Grenoblois, elle a été dégradée et que les Grenoblois n'ont pas senti la transition écologique dans leur vie quotidienne. Ils n'ont pas vu d'amélioration de leur cadre de vie, en tout cas pour ceux qui ne sont pas dans l'hypercentre et sur la partie piétonnisée. Et ils ont le sentiment que, au quotidien, l'espace public est devenu plus tendu, plus anxiogène. On ne peut pas séparer la question de l'embellissement de la ville de la question de la gestion de la propreté, de la question de la gestion de la sécurité aujourd'hui sur l'espace public. Or, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a eu des aménagements souvent dogmatiques, peu concertés, qui ont opposé les Grenoblois entre eux, qui ont créé des oppositions d'usage entre les piétons et les vélos, entre les commerçants et la volonté de piétonniser. Bref, on a une fragilisation de ce qui devrait être le cœur aujourd'hui du développement de Grenoble, c'est-à-dire en effet la réponse à l'urgence climatique. Allez, on va passer à un autre sujet, c'est le sujet du logement et on va parler notamment du logement social, la part de logements sociaux. Vous n'êtes pas d'accord sur cette question. On rappelle que la loi SRU impose 20% de logements sociaux. Alain Carignon, est-ce que 25 en 2025. 25 en 2025, 20% aujourd'hui. Est-ce que il y a trop de logements sociaux à Grenoble?
Il faut respecter la loi SRU, bien sûr, mais il faut tenir compte des échecs considérables. Aujourd'hui, si on prend le quartier Villeneuve, qu'on appelle maintenant écoquartier populaire, c'est quand même un quartier, après 40 ans, qui est dans les 10 les plus en difficulté et les plus pauvres de France. On a conçu des quartiers nouveaux où, malheureusement, les copropriétaires qui habitent ces quartiers sont spoliés par la baisse de la valeur des biens. Et donc, ont tendance à partir, et ce sont des futurs quartiers qui vont se ghettoiser. Le sud de la ville a eu une accélération de ghettoisation considérable ces 6 dernières années par une politique irresponsable de la municipalité, irresponsable en perte de subventions du socio-éducatif et irresponsable en matière d'attribution de logements, qui a fait supporter la misère à la misère. Et donc, il faut absolument requalifier ces quartiers. Nous avons pour projet d'installer les services municipaux dans ces quartiers, là où il y a des locaux vides, là où, y compris, il y a des logements vides que personne ne veut occuper compte tenu de la dégradation, de façon à ce qu'on requalifie ces quartiers par une mixité d'usages. Nous voulons inventer une nouvelle politique de la ville qui ne s'occupe pas seulement des façades, comme on s'en est occupé aujourd'hui. On annonce à grands frais qu'on va enlever l'autopont de Villeneuve, mais en quoi la vie des habitants du Sud va-t-elle changer parce que l'autopont va être démoli? Bien sûr que c'est une mesure qui n'est pas négligeable, mais qui n'a aucun rapport avec la vie des habitants, la vie concrète. Il faut donc requalifier, installer, réduire les proportions, avoir en gros 1/3 de copropriétaires, 1/3 de logement social et 1/3 d'activités municipales dans ces quartiers, de façon à ce que les copropriétaires qui demeurent voient la valeur de leurs biens cesser la dégradation pour qu'ils restent dans ces quartiers, que la classe moyenne cesse de les quitter et en conséquence que les écoles redeviennent des écoles de mixité, ce qu'elles ne sont parfois presque plus. Et donc, c'est toute cette politique-là qu'il faut conduire si on veut éviter l'explosion de Grenoble qui est en train de se produire. Éric Piolle, vous proposez 30% de logements sociaux en 2030 ? À horizon 2030, effectivement, nous avons gagné 3 points en l'espace de 6 ans. On était aux alentours des 21, on est aux alentours des 24. Il faut continuer cet effort-là. De même que nous proposons, au-delà de cette construction des logements sociaux dans les quartiers où il y en avait peu, parce qu'il faut évidemment dire que ces logements sociaux, ils sont construits aujourd'hui, ils ne sont plus construits dans les quartiers où il y a déjà plus de 50% de logements sociaux. Et puis également l'encadrement des loyers. Nous avons lancé un observatoire il y a un peu plus de 2 ans. Il est maintenant en capacité d'être validé et je crois que c'est important aussi. En n'oubliant pas la réhabilitation. C'est plus de 4000 réhabilitations sur Grenoble qui ont été portées avec Murmure, plus de 1000 dans le logement social et sur Grande Alpe, ce projet qui embrasse aussi le projet de rénovation urbaine, c'est plus de 7000 logements qui vont être réhabilités. Ça, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le pouvoir d'achat des ménages, qu'ils soient locataires ou propriétaires, et puis évidemment, c'est bon pour l'emploi local aussi. Olivier Noblecourt, il faut sortir de la ghettoisation des logements sociaux, tous dans le même quartier? Oui, bien sûr. Nous savons que la Villeneuve, notamment, a payé un très lourd tribut aux années Carignan, qui ont vu se concentrer les ménages les plus fragiles dans la Villeneuve. Il y a 8000 demandes de logements sociaux aujourd'hui non satisfaits. Au collège. Nous avons aujourd'hui 8000 demandes de logements sociaux en attente sur la métropole. Et donc, aujourd'hui, il y a une urgence sociale absolue à construire. Pourquoi? Parce que cette panne dans la production de logements sociaux, Éric Piolle en est largement responsable aujourd'hui pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas porté de projet nouveau. L'amélioration dont il parle, c'est les projets de l'équipe antérieure, puisque dans le logement, vous programmez et vous réalisez à 3-4 ans en réalité. Donc, ce qui compte, c'est la programmation 2017-2018. Mais en 2017, c'est 160 logements sociaux qui étaient financés sur le territoire de la ville de Grenoble, et c'était avant les réformes négatives que le gouvernement a portées sur le logement social. Donc, il y a une responsabilité d'abdication aujourd'hui de cette ambition. Je rappelle que la vice-présidente en charge du sujet au niveau de la métropole et de l'équipe d'Éric Piolle, et que les associations dénoncent le manque d'ambition sur le logement social. Il faudra d'ailleurs un tramway vers le Grésivaudan pour signer ce qu'on appelle un contrat d'axe et avoir de la production de logements, y compris sociaux, mieux répartis sur l'agglomération. Parce que la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, à la Villeneuve, en effet, on fait de l'hébergement d'urgence, on conventionne avec des associations pour continuer à concentrer la misère. Et moi, j'habite le sud de la ville. Je connais ces quartiers pour y habiter depuis des années avec ma famille. Et je vois en effet
les dégradations de vie quotidienne, ce sentiment qu'on continue à faire payer la mixité sociale et à demander l'effort de solidarité à ceux qui sont déjà les plus vulnérables. Donc oui, il faut une ambition plus importante de construction sur la métropole, pas que sur la ville, sinon on va perdre des habitants, moins de services publics, moins de commerce. Et puis, il faut une ambition de rénovation thermique qui soit à la fois plus importante en volume, ça on est tous d'accord, mais qui s'attache aussi aux copropriétés fragilisées. Aujourd'hui, le niveau d'exigence environnementale fait que beaucoup de copropriétaires modestes ne peuvent pas payer la rénovation thermique de leur habitat. Nous réorienterons ces plans vers les copropriétés modestes qui sont les grandes oubliées. La politique actuelle, vous savez, moi je suis pour les mesures d'encadrement des loyers et je suis pour travailler sur la maîtrise des politiques de l'habitat. Mais on ne peut pas substituer les symboles, par exemple des arrêtés anti-expulsion illégaux ou des encadrements des loyers, à une politique publique qui a vu qu'en réalité, la valeur des biens a baissé et que les loyers moyens ont diminué sur la plupart des quartiers. Parce qu'encadrer des loyers qui baissent, ça ne sert à rien. Émilie Chalas, sur cette question du logement, pour vous, l'une des priorités, c'est de rénover les plus de 10 000 logements vacants? Oui, il y a effectivement 11 000 logements vacants à Grenoble. Là aussi, un parc en déshérence. Il faut absolument pousser à ce que ces logements retrouvent le chemin du marché. Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que je l'avais déjà souligné lors des annonces d'Éric Piolle à ce sujet, le projet Grand Alpes n'est pas le projet du programme d'Éric Piolle. C'est le projet de la métropole. Depuis des mois, cette majorité métropolitaine travaille à ce projet. Et très tranquillement, Éric Piolle reprend ça à son avantage dans une conférence de presse pour dire que c'est son projet depuis 2 ans, de programme. comme au plan de vous avez déplacement beaucoup urbain, d'idées au point de piquer ceux de la majorité urbaine. de la métropole. Donc voilà, premier élément, ce projet n'appartient pas à Grenoble en commun, mais appartient aux élus actuels de la métropole. Deuxième élément, je crois effectivement, à la fois comme dire vous, qu'on n'a rien Alain fait de Carignan, rien et dire que mais nous vous ne n'avez rien portons pas sorti. le bilan en fait. Non mais vous multipliez les études, vous avez mis 4 ans et demi à signer l'ANRU. Nous sommes la 5e ville en France à avoir signé la convention. Vous avez mis 4 ans et demi à signer l'ANRU, Éric Piolle. Dites les choses. Tout ça parce que vous ne vouliez pas mettre de l'argent à Villeneuve et dans les quartiers sud. C'est ça la réalité, Éric Piolle. Mais je ne raconte pas n'importe quoi. Les habitants de la Villeneuve et des quartiers sud sont très lucides. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il ne se passe rien dans les quartiers sud parce que vous n'avez pas signé dans les temps le contrat de l'ANRU. Synthétique au village olympique, c'est rien. La reconstruction de Clémol, c'est rien. La construction de Jean-Philippe Motte, c'est rien. La démolition des parkings silos, c'est rien. La réhabilitation du 60 Galerie Larlequin, c'est rien. Tout ça, c'est rien. C'était engagé avant 2014, Éric Piolle. C'est pas vous. Ça n'est pas vous, désolé. Vous n'avez rien à votre bilan dans les quartiers sud de Grenoble. Non, c'était engagé avant. Non, Jean-Philippe Motte, nous l'avons lancé, Prémol, nous l'avons lancé. Un mot quand même. Les habitants du sud de Grenoble, que nous disent-ils depuis des mois de campagne, et je suis certaine que vous partagerez cela. Ils nous disent la même chose que dans les quartiers du 38 000. Ils ne veulent pas des grands projets d'infrastructure, ils veulent de la propreté, ils veulent de la sécurité. Ils veulent pouvoir mieux circuler à Grenoble et ils veulent un peu d'espoir pour l'avenir de leurs enfants. Donc avant de s'occuper des autoponts et de refaçonner les espaces publics, etc., nous proposons de nous occuper des gens, Éric Piolle. Il faut s'occuper des gens. La réussite éducative et l'accès à l'emploi. Vous dites que Grenoble a perdu la première des solidarités, c'est l'accès à l'emploi. C'est la première des solidarités. Avant même le transport, avant même la distribution encore d'argent, il faut que les gens aient accès à l'emploi, à la formation, à des stages, à la revalorisation de l'apprentissage. C'est de cela dont les Grenoblois ont besoin aujourd'hui et c'est exactement ce que ne propose pas depuis des années Éric Piolle et Grenoble en commun. Pour relancer l'attractivité de Grenoble. Vous voulez qu'on enchaîne sur l'attractivité? J'avais des choses à vous dire sur les logements sociaux. Oui, mais on a aussi des choses à dire sur les finances et la sécurité. Très bien. Alors, premier élément, en guise de préalable, il faut absolument retravailler à changer l'image de Grenoble. Une image en termes de propreté. La ville, pardon de le dire, mais c'est les Grenoblois qui le disent comme ça, c'est dégueulasse. Voilà, on se balade dans les rues, les poubelles sont tout le temps remplies, on a des odeurs pestilentielles qui nous remontent aux naseaux, notamment quand on est en vélo. Les chantiers laissent leurs barrières partout dans Grenoble. Il y a des trous dans les rues. Quartier Beria. Des habitants m'ont fait me balader dans le quartier Beria, aller chercher dans les petits bosquets. Sur le domaine public, Mais il y a des chaussures, il y a des canettes, il y a des rats qui se baladent. C'est ça la réalité de Grenoble. Donc, 1, la propreté. 2, la question de l'insécurité. Et j'espère que nous y reviendrons ensemble. On va y venir. C'est très important. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne s'installent pas à Grenoble à cause de ça. Il y a des entreprises qui font des succursales à Lyon parce qu'on n'arrive pas à accéder à l'agglomération et parce que l'image est déplorable et que des cadres ou d'autres ne viennent pas s'installer à Grenoble à cause de cette image-là. Donc, c'est le préalable. Et ensuite, c'est le plan de relance.
Donc, certainement pas l'encadrement des loyers. On a déjà perdu 12% de la valeur immobilière à Grenoble. C'est atterrant. Il faut au contraire redynamiser. Les propriétaires fonciers sont absolument assommés par le niveau de la fiscalité de la taxe foncière, Éric Piolle. Ça suffit. Il faut un plan de relance. Il faut redynamiser cette ville. Donc, avant de réguler, portons ce plan de relance. Et lorsque nous serons à nouveau au niveau, eh bien là, nous envisagerons les régulations. Mais d'abord, relançons l'économie de ce territoire. Et Éric Piolle, une réponse à Émilie Chalas? Je crois qu'on continue à être dans cette espèce de surenchère permanente sur la critique du bilan. Ça ne fait pas un projet pour la ville, juste sur l'attractivité de Grenoble. Disons très simplement, là aussi, c'est les chiffres de l'INSEE. Vous voyez, ils sont publics. Nous avons la zone d'emploi avec le 3e taux de chômage le plus faible de France. Et oui, ce taux de chômage était à 8% en 2014, il est maintenant à 6,7%. Alors peut-être que le monde ne s'est pas totalement sur la zone d'emploi. Vous savez, avant, facile avec 349 partenaires à Paris, mais avant qui vous ont fait travailliez le boulot. à Moiran, Vous n'avez pas fait le boulot. à Champs-sur-Drac, etc. Le taux de chômage à Grenoble Éric est de Piolle sur 15,6. l'attractivité. On ne cherche pas du travail juste L'INSEE, dans sa côte. 13e agglomération française, celle qui n'a pas créé d'emploi. Sur les créations d'emplois, et les chiffres là, vous avez les chiffres de l'INSEE. Voilà, c'est le taux de chômage, le rapport INSEE, il est là. Il est là. On est même sous Lyon. Sachez que Toulon et Clermont-Ferrand ont créé plus d'emplois que Grenoble entre 2014 et 2017. Vous êtes très en avance, gardez un petit peu de temps pour la sécurité peut-être. Scandale, je publie les chiffres de l'INSEE. L'évolution de l'emploi total des 21 zones métropolitaines entre 2008 et 2017 par l'INSEE. Nous sommes la 13e. Sereinement, puisque de fait, j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie. Aujourd'hui, le tissu économique à Grenoble, nous avons des situations de chômage qui sont indécentes à certains endroits et la situation globale en France est effectivement relativement dramatique, mais nous sommes la 3e zone d'emploi avec le taux de chômage le plus faible de France. Il faut juste le dire. Il faut juste le dire. Vous avez supprimé entre 200 dire et 300 aussi emplois dans le que non commerce. seulement cette économie, non seulement cette économie est là, non seulement cette économie est là, Monsieur Carignon, vous êtes le responsable de 2 à 300 licenciements dans les emplois, dans les commerces et les services. Pour que ce soit vrai, Monsieur Carignon. Avec les présidents d'union commerciale. Il ne suffit pas d'affirmer n'importe quoi pour que cela devienne vrai. Nous avons fait avec les présidents d'union commerciale. Eh bien, nous tenons l'observatoire et regardez les chiffres de la CCI, qui est une honteuse officine gauchiste et écologiste, disent que le chiffre d'affaires du commerce, le chiffre d'affaires... Monsieur Carignon. Éric Piolle, reconnaissez. Regardez les chiffres de la CCI. Reconnaissez. Faites pas le tour avec vos copains, en fait. Non, vous pouvez pas reconnaître. C'est les mêmes depuis 30 ans. Vous pouvez pas reconnaître que vous avez supprimé des emplois dans le commerce. Regardez juste les chiffres de la CCI. Vous ne voulez pas le reconnaître. Voilà, regardez juste les chiffres de la CCI. Tous les commerçants qui vous regardent et qui ont supprimé... Pardon, je termine, après je vous laisserai dire. Tous les commerçants qui vous regardent, et qui savent qu'ils ont supprimé un emploi de vendeur, de vendeuse ou un médecin qui fait de l'accès à la vie. Personne n'a dit que c'était facile, la personne de travaux. Alors, vous reconnaissez. Nous l'avons déjà aussi, évidemment. Quand on regarde le nombre de commerces vides en centre-ville, avant les travaux, ils étaient à 8,8. Nous étions le 4e centre-ville le plus dynamique de France. Ils sont montés à 10,4% de commerces vides en centre-ville. C'est retombé à 9,9 déjà il y a quelques mois. Et ça continue à baisser. Le chiffre d'affaires, d'après la CCI, a monté de 4% l'année dernière. On peut juste regarder les chiffres et dire aussi que non seulement il y a ce dynamisme économique qui fait notre histoire, c'est pour ça que je suis ici, moi, dans ma vie professionnelle, mais il y a aussi la façon d'entreprendre. La moitié des coopératives aujourd'hui d'Auvergne-Rhône-Alpes sont créées à Grenoble. Et aujourd'hui, il y a aussi la capacité à porter un projet fédérateur. Nous avons lancé avec la métropole, là aussi, la marque Grenoble-Alpes, parce que nous voulons fédérer les acteurs du territoire, de même que nous avons lancé la candidature pour que Grenoble soit capitale verte européenne en 2022, ce qui permet d'allier la société civile, le monde économique, le monde universitaire et de la recherche, et les institutions derrière un même projet fédérateur. Il y a un appétit pour cette coopération et il y a un appétit pour que finalement chacun puisse faire partie de cette coopération. Alors, capitale verte sans espace vert, je me demande comment on pourrait l'être. On va enchaîner avec la 3e thématique, si on veut pouvoir avoir le temps de parler de la sécurité, mais je vais vous donner la parole. Merci beaucoup. Je vais parler sécurité, mais juste avant un mot sur l'économie. On va parler des finances avant de parler sécurité. D'accord, mais on est sur un discours de déni par rapport à la réalité. On peut se réfugier derrière des chiffres. Il y a des acteurs économiques, j'en ai beaucoup sur ma liste, qui ont le sentiment aujourd'hui de ne pas être partie prenante en réalité des logiques de développement du territoire. Et donc, on peut faire croire qu'on monte des mécanos ou se réfugier derrière des chiffres dont on n'est pas responsable. La réalité aujourd'hui, c'est que les acteurs économiques ne se sentent pas accompagnés par le maire de Grenoble sur leur stratégie
stratégie de développement et sur leurs besoins, que nous avons aujourd'hui dans les quartiers des acteurs qui ne profitent pas des dynamiques de croissance, qui continuent d'exister. Heureusement, oui, nous sommes un territoire qui a une chance inouïe. Oui, nous avons des acteurs extraordinairement forts. Oui, nous avons un héritage et une histoire qui font que nous sommes encore bien placés. Mais c'est fragile. Et aujourd'hui, il y a une grande irresponsabilité à se réfugier derrière des chiffres pour faire croire qu'on soutient une politique de développement économique, alors qu'en vrai, on fait l'inverse. Vous avez dit vous-même, Éric Piolle, dans votre livre, que les mots attractivité, que les mots excellence, que les mots gestion, que les mots compétitivité étaient des mots que vous bannissiez. Et donc, parce que c'est une espèce de carillage de technocrate comme avec vous, l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie. Effectivement, c'est un discours de technocrate qui était là, avec la théorie du ruissellement. On va en donner aux gros, puis ça va couler sur les petits. Pour servir des politiques nationales, et j'en suis fier. Donc, arrêtez ces leçons de morale permanentes. Qui n'ont pas travaillé et qui viennent raconter comment il faudrait que se passe le monde économique. Ce que vous dites, Monsieur Piolle, c'est en permanence les attaques personnelles pour masquer la réalité de votre bilan. D'où on parle, donc je redis, oui, je dis d'où je parle. Je suis un Grenoblois depuis 25 ans qui vit, qui a travaillé, qui a servi ce territoire, et je n'ai pas de leçon à recevoir de votre part. C'est pas une leçon, donc je redis, si vous cherchez qu'à dénigrer les personnes, et en réalité, comme vous, vous faites de l'agressivité induite. Allez dans les quartiers populaires. Donc je termine. Oui, mais il n'a rien d'autre à dire. Sur l'insertion, aujourd'hui, vous n'avez pas d'acteurs de l'insertion qui accompagnent vers l'emploi au niveau de ce qu'il doit y avoir dans les territoires les plus vulnérables. Aujourd'hui, vous avez une mission locale qui est absente des quartiers pour les jeunes les plus en fragilité, et vous avez des plateformes, je pense aux plis d'insertion, qui ne sont pas assez corrélées avec eux. Mais il suffit d'y passer autrement que comme vous y passez, Monsieur Piolle, pour écouter les habitants. Et donc vous verrez qu'aujourd'hui, on a une rupture entre un modèle de développement et des habitants qui ont l'impression qu'ils bénéficient à tout le monde, sauf à eux. Donc oui, demain, nous devons refaire coïncider les logiques de développement, la transition écologique et les logiques d'inclusion sociale. Ça passe par l'emploi, et nous porterons là-dessus le modèle grenoblois plutôt que de le rompre ou de l'abdiquer comme ça a été fait pendant 6 ans. Et vous proposez un revenu de base local? Oui. Olivier Noblecourt, pardon, Émilie Chalas. Quand il s'exprime, le monde économique, il y a hier encore, ils disaient que toute leur inquiétude sur le développement et l'impasse de Grenoble et de la métropole. Et non, vous n'écoutez pas le monde de l'entreprise, Éric Piolle. J'en viens. Mais ça ne vous donne pas de crédit pour donner des leçons, Monsieur Piolle. J'aimerais qu'Olivier Noblecourt nous dise un petit mot sur le revenu de base locale. En fait, on veut changer les politiques sociales parce qu'aujourd'hui, on crée des politiques sans les personnes concernées et on leur demande de venir demander des droits qu'on a pensés sans eux. Nous, on va partir des vulnérabilités de la personne, et ce revenu de base locale, ce sera une innovation sociale grenobloise qui permettra de garantir l'accès à des biens et services essentiels pour tout un chacun. Ce ne sera pas un revenu monétaire universel, ce sera l'accès soit à une tarification sociale améliorée, soit à des tarifs à bas prix pour des biens et des services de première nécessité, soit à un accompagnement humain vers une solution existante, soit vers des aides financières facultatives qui aujourd'hui sont sous-utilisées et mal coordonnées entre les différentes collectivités et les associations. Bref, faire de la dignité le cœur de notre politique sociale à Grenoble. Je n'ai toujours pas compris ce que c'était. C'est une plateforme qui permet de garantir l'accès. C'est un revenu qui n'est pas que monétaire. Je vais prendre un exemple très concret. Il y avait un programme qui s'appelait Manger Malin, qui était un programme pour permettre l'accès à de l'alimentation infantile du tout petit à des femmes en situation de pauvreté, souvent monoparentales pour leurs enfants. Par exemple, le lait maternisé qui coûte très cher. Nous avions, avec Martin Hirsch, créé, avec des grandes entreprises, un programme qui permettait de leur faire payer moitié prix. Ça, c'est ce que fera dans le revenu de base, c'est de permettre l'accès à moitié prix pour des produits de première nécessité. Éric Piolle a supprimé ce programme parce que la base, ça permet, c'est un revenu qui n'est pas que monétaire, qui permet d'assurer la base de vie, les services de biens essentiels. Non, c'est l'inverse d'un effet d'annonce, c'est la construction d'une réponse nouvelle. Depuis 20 ans et qui ne marche pas dans les quartiers. Nouvelle, comme nous avons su le faire à Grenoble. Pour les populations. Mais c'est totalement faux, ça marche absolument lorsqu'on est capable de partir des besoins de la personne. La difficulté, c'est que comme vous êtes en panne, quand vous étiez au CCAS. Mais bien sûr, j'ai commencé, je suis en train de vous raconter on voit le résultat et où on en nous avons eu, et nous étions en effet à l'époque à CCAS exemplaires sur les politiques sociales. On va passer au dernier thème de ce débat, c'est la sécurité. On va parler de la police municipale, on va parler de la vidéoprotection, du trafic de drogue. Mais d'abord, une question, peut-être à vous Alain Carignon, c'est vous qui êtes en retard dans les temps de parole. Est-ce qu'aujourd'hui, Grenoble est une ville sûre ? Je voudrais dire, non, bien sûr, là, les chiffres sont connus. Pour 1000 habitants, selon le ministère de l'Intérieur, nous sommes les premiers pour les agressions violentes et les vols à la tire. Et je voudrais vraiment que les Grenoblois réfléchissent pour le 15 mars dans leur vote. Parce que Éric Piolle ne triche pas sur ce point précis. Dans son programme, il y a 3 lignes pour la sécurité des biens et des personnes. Il ne fera rien, il ne changera rien, il ne modifiera rien. C'est-à-dire que ce qu'ils ont connu depuis 6 ans de l'évolution de leur ville en matière d'insécurité se prolongera, se produira si Éric Piolle est réélu. C'est l'avantage du débat démocratique, c'est qu'il est clair. Nous avons là 2 politiques possibles. Soit la continuation,
et les Grenoblois savent ce qu'ils vivent, les victimes, les très nombreuses victimes innocentes, l'étudiant qui a reçu des tessons de bouteille parce qu'il refusait une cigarette, celui qui a reçu un coup de couteau, toutes ces victimes, et puis la ville elle-même pour son attractivité. Car évidemment, ceux qui ne veulent plus habiter Grenoble ou ceux qui en partent du fait de cette insécurité, cela a des conséquences considérables. Alors les mesures sont connues, c'est une panoplie évidemment pour stopper, pour que nous redevenions dans la moyenne. Si nous étions dans la moyenne des villes, nous aurions 8000 actes de délinquance de moins que les villes de notre catégorie. Mais c'est quoi vos mesures alors, voilà. Les mesures, elles sont connues, elles sont énoncées par à peu près tout le monde. Il faut un PC opérationnel 24 heures sur 24, il faut une police augmentée, il faut une police armée pour qu'elle puisse aller partout. Elle n'est que dans la moitié de la ville, elle n'est que dans la moitié nord. Elle ne peut pas, elle est interdite de moitié sud. C'est-à-dire que vous avez 50% des Grenoblois qui n'ont pas droit à la police municipale. Parce qu'évidemment, non armée, elle ne peut pas pénétrer un certain nombre de secteurs. Il faut qu'elle soit armée, il faut que le PC opérationnel puisse intervenir en direct et que notre police municipale soit liée à la police nationale pour que cette coordination permette des interventions. Il faut une police de proximité dans la police municipale et puis une police d'intervention, il nous faut les deux. Et puis, moi, je souhaite recréer la police montée dans les parcs et jardins, comme nous l'avions institué quand j'étais maire. C'est très rassurant pour les familles et pour les enfants, la présence des chevaux. Et je veux renforcer, évidemment, les interventions canines, car il faut pouvoir le faire. Et puis, il faut prendre des mesures à côté de tout ce que nous allons faire pour redonner à l'éducation populaire toute sa place, se dire que quand un dealer a été condamné, on doit pouvoir faire, comme le font d'autres villes, des procédures d'expulsion, parce qu'il faut stopper le modèle du dealer dans un certain nombre de quartiers. Il faut qu'on revienne à un équilibre pour que les populations puissent à nouveau respirer et donc on change les données. Et puis bien sûr, une politique d'attribution de logements qui ne continue pas à mettre les primo-arrivants là où déjà les populations sont en difficulté. Parce que c'est ça aussi qui crée des tensions, des explosions de l'insécurité qui se répandent dans toute la ville. Il faut absolument que Grenoble redevienne une ville sûre pour sa population et aussi pour son attractivité économique et son développement. Et là, le choix va être vraiment clair le 15 mars. Et je reconnais que c'est un choix sain. Il y a quelque chose de sain. Vous avez à ma droite, si j'ose dire, Éric Piolle, qui veut continuer dans la dégradation que nous continuons, et nous, le collectif de la société civile, qui veut mettre fin à cette situation en s'attaquant sérieusement à la délinquance. Et on va laisser répondre Éric Piolle. Il faut parler de l'avenir aussi, mais il faut aussi effectivement parler d'un regard sur la sécurité à Grenoble. Ne pas oublier tout ce qui est fait. Oui, voilà, je vous laisserai développer cette partie-là. Juste un petit mot sur l'image de la ville, Monsieur Carignan. Vous l'avez sali, en fait. Oui, écoutez, mais oui, mais vous avez fait plus que tout autre. De leçons à recevoir de vous. Plus que tout autre. J'ai un passé judiciaire qui assume. Vous avez un avenir en termes d'image de la ville, et on va voir si vous l'assumerez aussi bien. En termes d'image, vous l'avez sali, comme Nicolas Sarkozy avec son discours de 2010. Parce que l'image de Grenoble aujourd'hui, il faut juste le dire, rappeler et que les gens n'oublient pas. Que les gens n'oublient pas à la fois effectivement votre passé, mais à la fois ce que ça voudrait dire pour Grenoble, Alain Carignan, maire à nouveau en termes d'image de la ville. Sur la question de la sécurité, la sécurité est au centre. C'est finir maintenant, je vais continuer. Sur la question de la sécurité, nous nous sommes battus pour une police plus nombreuse, une police nationale plus nombreuse, avec succès d'ailleurs, puisque nous avons obtenu 70 policiers nationaux supplémentaires. C'est le première hausse d'effectifs depuis 2002. Et nous maintenons une police municipale qui est parmi les plus nombreuses de France, en lui donnant des moyens d'être là, dans cette police de proximité, être connue et reconnue. C'était la doctrine de la police de proximité de la fin des années 90. Elle est équipée de pistolets à impulsion électrique, équipée de caméras piétons. Il y a un centre de surveillance qui est connecté, qui suit la police nationale et qui marche jusqu'à 3h30 du matin. Il y a une brigade canine. Pour vous, il n'est pas nécessaire de l'équiper d'armes autres que les pistolets. Je partage cela avec maintenant pas beaucoup finalement de maires de gauche. Anne Hidalgo propose une police municipale non armée. Lille, Brest, et il y a effectivement plus grand monde qui refuse d'armer sa police municipale. Je crois que ces questions de sécurité, d'interpellation
installations là où il faut effectivement des armes à feu sont nécessaires pour la police nationale, mais ça relève bien du régalien. Et nous travaillons en coordination en permanence avec les services de l'État, et nous demandons même, et je demande avec des maires de grandes villes de France, nous demandons à être plus acteurs. Nous demandons à être plus acteurs. Nous demandons à être plus acteurs dans la définition de ces objectifs, parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a un échec majeur de notre politique de sécurité. À Grenoble, la violence est extrêmement liée au trafic de drogue, au trafic de cannabis, et nous devons changer de tactique par rapport à cela, parce que nous sommes en échec de santé publique, en échec de sécurité, en échec pour le moral de nos policiers aussi, en échec de moyens financiers de la République. Donc il nous faut changer cela. En attendant, nous demandons, nous, les maires des grandes villes, à être plus actifs, plus acteurs dans les objectifs de la police nationale avec les préfets. Pour l'instant, ça ne passe pas avec ce gouvernement, ça ne passait pas avec les précédents non plus, mais nous continuerons parce que cette coproduction, elle est nécessaire. Et puis nous n'oublions pas tout ce qu'il y a en amont, toute cette éducation, toute cette prévention qui est faite un peu partout. Si l'éducation était la première priorité de mon mandat, si nous avons travaillé à la fois pour y mettre des moyens humains, mais aussi des moyens bâtimentaires, des moyens de sécurité, des moyens d'accessibilité, eh bien c'est parce que c'est fondamental, c'est le cœur, mais après il faut aller évidemment dans la prévention et puis ne pas oublier que la réinsertion aujourd'hui avec des prisons suroccupées, en fait la réinsertion ne marche pas. Nous n'avons jamais eu autant de prisonniers en France et c'est un drame, je crois, pour notre pays de voir cette réinsertion qui ne marche pas. Émilie La réponse Chalès. d'Émilie Il ne se Chalès. passera rien donc. Éric Piolle, vous n'êtes pas encore peut-être en campagne pour l'élection présidentielle. Donc parlons de Grenoble. Vous ne pouvez pas dire à quel point votre bilan est formidable à Grenoble en termes de sécurité. Je ne dis pas que la situation de la sécurité est réjouissante, je ne l'ai jamais dit. Je vous ai laissé parler, je vais développer. Par contre, je me réjouis que vous reconnaissiez le travail que nous avons fait avec Olivier Véran pour aller chercher auprès du ministre de l'Intérieur ces 70 effectifs de police nationale supplémentaires, parce qu'au départ, le ministère de l'Intérieur a jugé par l'intermédiaire du préfet, mais pas seulement, également à Paris, que vous ne teniez pas vos responsabilités en tant que premier officier de police judiciaire. J'ai eu des contacts directs avec M. auprès de Collomb, l'officier ministre de l'Intérieur, comme j'en ai eu depuis avec M. Castaner. Je suis en contact Ça vous direct avec irrite les ce sujet, ça vous irrite. Vous ne non, laissez pas parler. Mais oui, je suis en train de les dire et vous ne me laissez pas parler. Je sens bien que c'est un sujet compliqué pour vous. On sent bien que, Non. voilà. Bah si, Elles ont eu lieu en direct. Alors, est-ce que je peux m'exprimer? Merci beaucoup. Donc, à partir du moment où on a un maire qui n'assume pas ses responsabilités de premier officier de police judiciaire et de coordinateur de la sécurité à Grenoble, puisqu'on parle de Grenoble, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que le boulot a été fait et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc évidemment, il y a un enjeu pour nous, et le premier enjeu demain, lorsque nous serons en responsabilité, c'est d'assumer ce rôle, cette responsabilité et un discours de fermeté quant à la gestion des incivilités, de l'insécurité et de la délinquance à Grenoble. Deuxième enjeu, bien évidemment, la vidéoprotection, ça va de soi, avec un centre de surveillance urbain qui, on l'espère, sera d'une dimension métropolitaine. Nous le proposerons à nos partenaires métropolitains. Une police municipale qui, avec 100 effectifs, est déjà bien, équipée en termes d'équivalent temps plein, en termes d'hommes et de femmes qui œuvrent tous les jours. Remettons ces 100 agents sur le terrain en 2 patrouilles. Une patrouille qui travaillera au quotidien avec la police nationale et qu'on armera, et une seconde patrouille qui sera, en fait, sans réinventer le fil à couper le beurre, dans la proximité, dans tous les quartiers, qui connaîtront les habitants, les associations, les commerçants, et qui auront une habitude, une routine quotidienne pour travailler en proximité avec les habitants. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, troisième élément, réinstaurer aussi les travaux d'intérêt général. Que la sanction soit plus immédiate, travailler avec le procureur de façon à ce que ceux qui font des gestes d'incivilité ou des actes de petite délinquance puissent payer tout de suite et au service de la collectivité ce qui est dû pour réparer leur erreur. Et enfin, troisième sujet, collaborer bien évidemment avec tous les services d'ordre. Élisa Martin, votre adjointe à la tranquillité publique, Éric Piolle, ne rencontrait plus tellement que les relations étaient détestables, la directrice départementale. Ah non, ça c'est faux, vous ne pouvez pas dire ça. Arrêtez de raconter ça, vous ne pouvez pas dire ça, c'est faux. Donc il faut relancer même tous les 3 réunions, je suis avec de elle. La sécurité donc ça c'est vraiment et de la prévention faux. de la délinquance qui se réunit aujourd'hui à l'échelle intercommunale une seule fois par an. Il faut demain les réunir tous les mois et mettre tous les acteurs, de prévention tous de la les acteurs dans chaque locaux. quartier. On en a Oui, 6 les conseils locaux. Je vous parle du conseil intercommunal, Éric Piolle. À Grenoble est la ville qui propose le plus de travaux d'intérêt généraux. Éric Piolle, vous êtes cohérent avec votre bilan. La sécurité n'est pas votre sujet.
plus Donc, que nous sommes déjà aujourd'hui les premiers pour cela. Entre ce que vous dites et ce que vous faites. Je ne vous reproche pas votre incohérence, mais les résultats sont là. Je suis cohérent, donc, mais vous pouvez juste pas dire n'importe quoi. Mais voilà. vous êtes cohérent entre le discours et les faits. Vous ne faites rien sur la sécurité et les chiffres sont là. Point. Olivier Noblecourt, sur cette question de la sécurité. En 2 mots, Éric Piolle a tout résumé. Il a dit nous sommes aujourd'hui en échec. Il est en échec et il propose un discours de l'impuissance politicienne. Ce qu'il faut, c'est rétablir l'autorité publique dans cette ville. Pas avec un discours d'autoritarisme malvenu, pas en créant des cow-boys ou je ne sais quelles mesures sécuritaires démagogiques. Non, en reprenant humblement le chemin d'une présence humaine dans l'ensemble du territoire municipal, à la fois des policiers municipaux qui doivent être armés si on veut qu'ils aillent sur tous les territoires et qui puissent patrouiller avec la police nationale, mais aussi des médiateurs, des éducateurs, 2 commissariats de quartier, un au nord-ouest de la ville et un au sud, pour renouer le lien entre la police et la population, parce que c'est un lien qui s'est dégradé depuis 20 ans et la décision désastreuse de Nicolas Sarkozy de supprimer la police de proximité. Donc aujourd'hui, il faut rétablir cette qualité de lien entre la population et la police, cette confiance quotidienne et au-delà, avoir un centre de supervision urbain qui permet de gérer l'espace public en temps réel, le harcèlement de rue, le racket à la sortie des établissements scolaires, les tags, le stationnement sauvage, les rodéos, bref, sortir aujourd'hui d'une vision dogmatique. Même Yannick Jadot aujourd'hui dit qu'il ne remettra pas en cause l'armement de la police municipale dans les villes si les écologistes arrivent. On a une différence entre des écologistes ouverts aux solutions, ouverts politiquement, et puis des écologistes qui, eux, sont totalement fermés et enfermés dans un dogmatisme qui les conduit à l'impuissance. Les Grenobloises et les Grenoblois, notamment les plus vulnérables, n'en pleuvent plus de ce discours d'impuissance aujourd'hui. La réponse d'Éric Piolle. Sur cette question de Yannick Jadot qui souhaite, lui, s'il Je ne sais les pas où il a Verts... entendu ça. Je n'ai pas entendu Yannick, qui est député européen, avec qui je m'entends bien, mais il est député européen et donc pas très impliqué dans les programmes des municipales. Alors il a dit dans une interview au journal du dimanche qu'il ne remettrait pas en cause effectivement l'armement dans les villes où la police est armée. Dans une ville, c'est peut-être difficile de faire marche arrière, mais... Vous aviez revendu les armes qui avaient été commandées, elles sont dans les placards? Alors je ne sais pas si elles ont été revendues déjà maintenant, mais sur cette porte à Cédric Villani, les armes des policiers municipaux sont dans les placards de la police municipale. Non, je crois qu'elles ont été revendues, mais en fait, de toute manière, c'est pas un sujet. La question aujourd'hui, c'est qu'on ait des policiers qui soient bien équipés. Non, elles n'étaient pas armées encore. Non, elles n'étaient pas armées. Qui restent en dehors de parce que la municipalité pas encore armée. La municipalité de Noblecourt a fait ça la veille des élections municipales, en février 2014. Tout à fait. Elle ne l'avait jamais fait pendant 6 ans. C'est une conviction que j'ai portée pendant longtemps. Ça devait se faire juste après les élections. Un grand classique des municipalités socialistes. Éric Piolle. Oui, que dire là-dessus? Nous portons un regard sur la sécurité qui n'est pas un regard de coup de menton, qui est ni Valls ni Sarkozy, et qui effectivement se dit on regarde là où ça marche pas. Donc là où ça marche, transport en commun, les bus, les halls d'immeubles de logements sociaux et les halls d'immeubles de bâtiments publics et les bâtiments publics, nous en mettons. Et donc il y a plusieurs milliers de caméras aujourd'hui publiques à Grenoble. Sur l'espace public, nous en avons environ 80. On a même rajouté, vous voyez, une vingtaine. On ne les a pas démontés, on a même rajouté une vingtaine. Mais c'est sur des gros endroits de flux. Et pour le reste, les études montrent que ça ne marche pas. Donc nous ne rentrerons pas dans cette espèce de dérive sécuritaire. Et puis nous n'oublions pas aussi que la grosse partie de la violence aujourd'hui, des violences et des atteintes aux biens et physiques, se passe dans les espaces privés. 9 viols sur 10 sont commis par des gens qui connaissaient leurs victimes et se passent dans des espaces privés. Le nombre d'agressions majeures, c'est dans les espaces privés. Et donc, il ne faut pas avoir ce leurre de se dire que finalement, on va avoir un espace public qui serait vidéosurveillé, piloté, avec bientôt de la reconnaissance faciale. Les 18 000 agressions. Moi, je regarde, et je leur dis, lisez les rapports, parce qu'en termes de dissuasion... Donc, vous contestez la demande des professionnels qui, de tous bords, on affirme une position politique. La vidéoprotection. Effectivement, nous affirmons une politique. Vous n'écoutez pas le professionnel. J'ai travaillé pendant un an avec eux. Éric Piolle indique que les 18 000 agressions ou vols à la tire qui ont lieu chaque année... Agression et vol à la tire, en fait, il n'y a pas de chiffre sur les vols à la tire. Disons que les 18 000... Parce que Grenoble n'est pas particulièrement exposé au vol à la tire. Les 18 000 faits de délinquance annuelle de l'agglomération grenobloise, Éric Piolle a dit, c'est un leurre. Puisque mais par contre, on ne peut pas mélanger les agressions et les vols à la tire, parce que vous donnez l'impression que c'est dans le secteur commun des mortels. Or, c'est une violence qui est intratrafiquée. Ce qui est dans le secteur privé est le plus important. Et donc, nous avons... Vous ne donnez pas les moyens de... Moi, je veux dire que sur ce point... Les volontaires, en fait, il s'apparente à des attentats, vous savez, et en fait, comme le maire de Nice, je ne suis pas responsable des attentats, mais par contre, nous les dénonçons. Allez, Alain Carignan. À chaque fois. Vous souhaitez généraliser la vidéoprotection, voilà.
parce que la vidéoprotection n'a d'intérêt et la vidéosurveillance d'intérêt que s'il y a un PC opérationnel derrière, lié avec des voitures d'intervention. Sinon, la mémoire peut être utile pour élucider les affaires, mais n'a aucun intérêt pour agir en direct. En direct. Et donc, il nous faut une police municipale. Quand il y a, comme Rutière, un cambriolage par deux adolescents, il faut que les caméras puissent voir immédiatement où ils vont, où ils sortent et comment, et que la police puisse intervenir. Sinon, c'est ce qui fait qu'on... C'est là où il y a l'efficacité de la caméra, c'est parce que ça permet tout de même d'abord d'élucider, de réduire et d'intervenir. Les villes de Nice, les grandes villes, Bordeaux, Lyon, etc., toutes les villes, sauf Grenoble, enfin les grandes villes de ce type, ont pu réduire la délinquance grâce à ces actions concrètes. Même Saint-Martin-d'Air, une commune qui quand même n'est pas de notre bord pour le moins. On va laisser répondre avec mais ces policiers municipaux installent la vidéoprotection, sa délinquance baisse. C'est sorti dans le Dauphiné libéré il y a quelques semaines. À Saint-Martin-d'Air, la police municipale, si vous allez voir le nombre de personnes qu'il y a, aujourd'hui, ils ont du mal à recruter. Ils ont mis la vidéoprotection et la délinquance. Si je peux dire juste baisse. un truc, ce leurre de la police d'intervention, c'est le procureur de la République lui-même qui le disait. En 2012, lors du braquage de la bijouterie Place Notre-Dame, 9 minutes de fusillade sous les yeux des caméras. Nous avons des caméras à cet endroit-là. 9 minutes. Nous sommes à 400 mètres du commissariat. Il ne s'est rien passé. Donc même pour l'intervention, en fait, ça marche un petit peu pour l'élucidation. Non, à condition, mais si vous n'avez personne derrière qui peut intervenir, si on a un policier derrière chaque habitant, effectivement, les problèmes sont réglés. Non, s'il n'y a pas d'effectif pour Après, il faudrait qu'il soit aussi à l'intérieur des espaces privés, parce que rappelons-nous que sur cette violence physique, aujourd'hui, elle s'exprime énormément dans les espaces privés. Donc, est-ce que vous proposez de mettre des caméras de vidéosurveillance dans l'espace privé? C'est là que ça se passe. En quoi ça résout les autres problèmes? Vous proposez de ne rien changer. Oui, sur les caméras de vidéosurveillance, oui. Par contre, sur notre politique de sécurité, nous continuons à avancer. Si Éric Piolle est réélu, sans coup de menton, il ne se passera rien sans faire du Valls et sans faire du Sarkozy, effectivement. Olivier Noblecourt, sur la vidéoprotection, la vidéosurveillance. Je veux juste te dire qu'il ne faut pas se créer une illusion que les caméras de vidéosurveillance vont tout régler. Ça n'est pas vrai. Ce qui est la vraie réponse de sécurité sur l'espace public, c'est la présence humaine. Et les caméras jouent d'abord un rôle, en effet, d'élucidation. Mais ce que moi je propose, ça n'est pas la vidéosurveillance avec des policiers derrière les caméras. C'est un centre de supervision urbaine pour gérer l'ensemble des problématiques de l'espace public et pas que la sécurité des personnes et des biens et les agressions. Parce qu'Éric Piolle a raison de rappeler que, en effet, une grande majorité se situe hors de l'espace public. Mais par contre, le harcèlement de rue, les tags, le racket, les rodéos à scooter, l'éclairage public, la gestion en temps réel de l'éclairage. Aujourd'hui, il y a des zones qui sont anxiogènes pour un certain nombre de nos concitoyens dans la rue de Grenoble lorsqu'on se promène tard le soir. Donc tout cela, il faut en effet avoir une gestion 24 heures sur 24 de l'espace public sur la ville qui tienne compte des questions de sécurité sans être dans une logique purement sécuritaire qui est une illusion. Parce qu'en effet, et on le voit dans les autres grandes villes, notamment Nice, évidemment, les caméras ne règlent pas toutes seules. La présence humaine est la première réponse. Et y compris éducative, j'insiste aussi sur ce point. La sécurité, c'est l'agression des biens et des personnes. Émilie Chalas, c'est aussi les trafics de drogue. Parmi vos colistiers figure Jean-Claude Borel-Garin, ancien patron de la police à Grenoble et ancien patron du RAID. Il a récemment dit qu'il irait chercher les dealers dans les immeubles. C'est sa façon de parler un peu franche. Vous savez, dans notre liste, nous avons 80% des colistiers qui n'ont jamais fait de politique avant, qui sont compétents, qui viennent avec une expertise de vie et une expertise professionnelle pour remettre Grenoble à niveau. Jean-Claude Borel-Garin arrive avec cette conviction-là. Je suis très heureuse qu'il ait pu nous rejoindre alors que d'aucuns autour de cette table a tenté de l'avoir dans son équipe pour sa compétence, justement. Donc, nous sommes ravis qu'il puisse nous accompagner et il aura... la lourde tâche en tant que futur adjoint à la sécurité, je l'espère, de remettre Grenoble à flot sur les questions de la délinquance, bien sûr, avec son franc-parler et avec la force de ses convictions et la force de sa compétence et de son expérience. Olivier Noblecourt, sur cette lutte contre le trafic de drogue. En fait, c'est là où l'articulation entre le national et le local est essentielle. On a besoin de reconquérir les territoires, les quartiers, de remettre de la présence humaine, parce que c'est ça qui, à la fin, va redonner de l'oxygène aux habitants qui vivent aujourd'hui sur certains quartiers sous la houlette de dealers et de trafiquants qui organisent la vie sociale du quartier. Et si la police municipale revient, derrière, ce sont d'autres services publics qui pourront revenir. Mais évidemment, les registres d'enquête aujourd'hui sur les réseaux de trafiquants, qui sont des réseaux internationaux, relèvent d'une articulation avec la police nationale, dont c'est le rôle, bien évidemment, avec des unités spécialisées. Et c'est là où la posture politicienne de guérilla permanente entre l'État et le maire de Grenoble dessert notre territoire. Parce que ça décourage, en effet, les agents d'intervention publique, ça décourage les policiers municipaux et nationaux, ça crée des postes vacants, ça donne le sentiment que l'autorité publique à Grenoble est divisée au plus haut niveau. Et quand l'autorité publique est divisée, elle est faible. Je serai un maire qui rétablira la force de l'autorité publique. Nickel.
Je peux juste dire que nous avons travaillé avec l'ensemble des ministres de l'Intérieur et que pour la première fois depuis 2002, Grenoble, donc le ministère de l'Intérieur, a considéré qu'il pouvait rajouter des effectifs à Grenoble, 70 policiers que nous avons été chercher avec mes collègues maires d'Échirolles et Saint-Martin-d'Air. Et voilà, ce bilan, il est là. Nous travaillons en fait avec tout le monde, quand bien même d'autres voudraient montrer qu'on est isolé. On n'est pas un village gaulois. Vous, sur cette question de... construit sur le plan économique avec la région, nous avons construit sur le plan des déplacements avec le département, nous avons construit en matière de déplacement, en matière de culture, en matière de sécurité avec les gouvernements en place. On ne les choisit pas, mais on travaille avec eux. Juste sur cette question de la lutte du trafic de drogue, vous misez beaucoup vous, sur l'éducation, sur la prévention, plutôt que sur la répression? Oui, nous avons mis aussi, effectivement, parce que pour l'instant, la loi est la loi la plus répressive de toute l'Europe. Hein, donc on est en échec majeur. Vous êtes pour la dépénalisation oui, de la consommation? Oui, parce qu'on est en échec complet. Donc c'est vrai que quand on voit les États-Unis basculer, le Canada, le Portugal, que petit à petit le monde entier fait ce constat de l'échec de la répression, évidemment, ça pose question. Mais en attendant, le cadre légal est celui-là. Et donc nous avons mis en place des politiques aussi qui visent, avec la MILDECA, la mission interministérielle, là aussi, de lutte contre l'addictologie. Nous avons mis en place des politiques de prévention auprès de ceux qui consomment, en leur disant à la fois les problèmes de santé que cela pose, notamment les jeunes, mais aussi à quoi ils contribuent en termes de trafic. Il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils contribuent en fait à pourrir la vie d'habitants dont les cages d'escalier sont noyautées par les dealers. Alors avant de vous laisser, rapidement, bien sûr. Non, mais non, parce que je voudrais rappeler quand même que le procureur de la République en partant a dit que je n'ai jamais connu de ville aussi C'était Jean-Yves Coquillard. Pourrie et gangrénée par la drogue, ce qui prouve qu'il y a une situation particulière à Grenoble qui a été créée. Il était d'ailleurs aussi pour la légalisation du cannabis. Il l'avait dit dans son discours d'ouverture en 2014. Je n'ai pas entendu, mais peu importe, admettons. Et donc, une situation particulière qui tient à plusieurs phénomènes contre lesquels il faut lutter. Bien sûr, collaboration police nationale et locale, services fiscaux pour attaquer au portefeuille ceux qui sont installés, en particulier malheureusement dans les logements sociaux. Ensuite, critères de tranquillité publique quand on attribue un logement pour tout de même veiller à ne pas créer une ghettoisation par les trafiquants, expulsion du trafiquant qui a été condamné pour trafic de drogue de son logement pour essayer de rendre respirable un certain nombre de quartiers, et puis installation nous-mêmes, services publics de la ville, élus municipaux dans les quartiers, de façon à nous-mêmes combattre ce phénomène, le faire reculer en étant sur place. Car il nous reste moins de 5 minutes d'émission, très rapidement. Quand on parle des allées envahies par les dealers, si elles étaient traversées par nous et par les services, je pense qu'il y en aurait un peu moins. Voilà, allez, il nous reste moins de 5 minutes d'émission, 1 minute chacun maintenant avant de conclure. Vous avez 1 minute chacun pour votre carte blanche. On va faire dans l'ordre inverse du début, ordre fait par tirage au sort. Et donc c'est vous, Éric Piolle, qui commencez cette carte blanche. Oui, cette carte blanche, je choisis l'éducation parce que à la fois ça correspond à mon parcours de militant quand j'étais dès mon plus jeune âge autour du soutien scolaire aux enfants de familles défavorisées, mon parcours aussi de parents d'élèves, et puis à la priorité que nous avons mise dans ce mandat pour qu'il n'y ait plus 10 écoles avec un avis négatif de la commission de sécurité, pour améliorer l'accessibilité pour les enfants handicapés dans les écoles, pour construire 5 nouvelles écoles, pour isoler, pour mettre 3,5 millions d'euros pour qu'on ait des repas à 78 centimes pour les enfants, là aussi, les plus défavorisés. Et finalement, cette éducation, on la porte aussi dans le périscolaire avec le travail que nous avons fait pour déprécariser nos agents. Il reste encore du chemin à faire, mais aussi pour ouvrir sur les questions d'environnement. Et puis les engagements que nous avons pris, plus de perturbateurs endocriniens et plus de plastique en 2022, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Je crois que c'est un beau projet. Débitumiser les cours d'école, les devants d'école, ça restera un vecteur de transformation pour l'avenir. On arrive à Olivier Neublecourt. Moi j'ai envie de vous parler de démocratie, de capacité à rassembler les Grenoblois et de cohérence entre les discours et les actes. Nous venons d'assister à un discours qui est totalement détaché de ce qui s'est passé pendant 6 ans, puisque les acteurs éducatifs, notamment l'éducation populaire, ont été fragilisés. Ils ont dénoncé ces fragilisations et qu'il ne s'est rien passé dans le sud de la ville. Nous avons aujourd'hui besoin de sortir d'une gestion qui a divisé les Grenoblois, qui n'a pas été capable de les fédérer sur les grands enjeux actuels, l'urgence climatique, la crise sociale, la défiance démocratique. Et donc, j'ai envie de dire que dans la liste que je conduis, il y a là aussi 80% de personnes pour qui c'est le premier engagement en tant qu'élu,
élus, 70% n'ont jamais été sur une liste politique et la moitié n'ont aucune attache partisane. Il faut que nous soyons capables à Grenoble de recréer de la fédération d'acteurs autour de l'intérêt général. Et donc moi je veux être demain un maire capable, avec ses valeurs, ancrées à gauche, de rassembler largement les Grenobloises et les Grenoblois, d'être à l'écoute humblement de tous et pas d'imposer une vision fermée et dogmatique. Et voilà pour la minute. Alain Carignan. Mais notre ambition, c'est de respecter et de considérer chaque Grenoblois, d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne et quelle que soit son origine, pour qu'il prenne part au destin de la ville. Ce respect a manqué dans les 6 dernières années qui viennent. Et puis ensuite, notre objectif, c'est que chaque Grenoblois puisse retrouver ce à quoi il a droit, la liberté d'aller et de venir. Ça s'appelle la sécurité. Le minimum, une ville propre dans laquelle on puisse déambuler sans les ordures qui sont partout, les rats qui envahissent des quartiers et des rues. Et puis, retrouver une ville attractive, c'est-à-dire une ville dans laquelle les mobilités soient organisées, coordonnées, dans une cohabitation organisée entre elles, toutes les mobilités. Et retrouver une ville dont nous soyons fiers. Fiers quand on en parle à l'extérieur et fiers de la vivre à l'intérieur. Émilie Chalas, vous avez 1 minute. Oui, pour cette minute, je voudrais m'adresser aux Grenobloises et aux Grenoblois, leur dire que le 15 mars prochain, vous aurez le choix, comme en 2014, de l'itinéraire que l'on prend et que l'on emprunte pour Grenoble, la décroissance ou le plan de relance. En 2014, vous avez été 60% à ne pas voter pour Éric Piolle. Le 15 mars, objectivement, Alain Carignan n'aura pas de réserve de voix pour le 2e tour. Olivier Noblecourt a fait le choix de ne pas ouvrir la porte pour la discussion avec nous. Et nous serons rassemblés la gauche, la droite, le centre, pour porter un projet d'avenir. Vous aurez ce choix-là demain, ne vous trompez pas, sinon on repart pour 6 ans de décroissance et de France Insoumise. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez ce débat en replay sur télégrenoble.net et sur publicsénat.fr. Et nous vous retrouvons également pour un débat d'entre-deux tours sur Télé Grenoble le mercredi 18 mars à 19h30. N'oubliez pas d'aller voter et à très vite.